Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier épisode de 2026 du Punchcast, ton podcast qui a du punch. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel. On le voulait depuis le tout début, mais il était booké, ça l'arrêtait plus. Mais on va vous le présenter dans quelques instants. Avant, je me présente, Samuel Descaries, entraîneur de boxe, cutman, mais surtout fan de boxe et fan de l'être humain. Et à travers ce podcast, on découvre les humains à travers la boxe. Et mon co-animateur, celui qui m'a tout enseigné, ou presque. Il s'appelle Antonin Descaries, c'est le directeur général de Eye of the Tiger. C'est un ancien boxeur professionnel et aujourd'hui, il s'affaire à être riche et célèbre. Donc, tout enseigné. J'espère que tu parlais juste du monde de la boxe parce que là, je commence à... je me sens que ça, c'est des gros souliers à porter. Aujourd'hui, on est vraiment excités pour vrai. C'est le fun d'avoir Laurent Poulain avec nous. Puis ça va sûrement... C'est surtout qu'on change de... Je pense que c'est la première fois que c'est moi qui va te poser des questions. Oui, puis en même temps, par exemple, vous receviez beaucoup d'humoristes à la saison 1. Là, je suis quand même drôle, fait que ça fait une transition. C'est smooth. C'est un bon lien, exact. Là, un gars de la boxe, mais qui est capable de faire des jokes un peu. Capable d'en placer une. Laurent Poulain, t'es quelqu'un qui a grandi à Rosemont. Ouais. Et puis, j'ai vieilli aussi à Rosemont. Et vieilli à Rosemont. T'habites toujours à Rosemont? Toujours. Toujours, OK. Je bouge Et t'es un fan de boxe depuis toujours, mais t'étais aussi un fan de lutte et de plusieurs sports, en fait. Ouais, je suis célibataire. Tu vois, ça frappe fort en partant. Parle-nous donc de comment est-ce que tu es rentré en contact avec la boxe? D'où ça devient cet amour-là pour la boxe? Et ça, c'est une bonne question. Moi, à chaque matin, là, je lisais mon journal de Montréal, mais en commençant par les pages de fin. De sport. De sport. Puis là, je lisais, à l'époque, c'était Daniel Cloutier. Là, je lisais toujours Daniel Cloutier, puis je m'intéressais à la boxe, mais je m'intéressais beaucoup aux autres sports. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les personnages. J'aime ça, les gens qui sortent de l'ordinaire. Et là, un jour, quand j'étais encore petit, puis c'était incroyable, Régis Lévesque apparaît dans ma vie. Mais Régis, comment il écrivait dans le journal? D'un, c'était pareil comme on parle aujourd'hui. Mais Régis, tu l'as pas vraiment connu comme promoteur. Ouais. Tu l'as connu dans le journal? Dans le journal, mais c'est parce que... Non, c'est parce qu'il faisait ce qu'on appelle des publi-reportages. Okay. Puis Régis, il prenait une feuille blanche, puis là, il écrivait en haut, mettons, tel boxeur vient affronter tel boxeur, mettait le prix des billets en bas, puis là, il écrivait son texte en 2 colonnes. Mais Régis, là, il se borderait pas avec les faits, là. Mettons qu'il fait venir un gars de Toronto pour affronter, on va dire, à l'époque, Gaétan Hart. Il pouvait écrire... je m'en viens de Toronto pour sacrer une volée à Gaétan Hart. Puis il mettait ça mais c'était pas vrai. Là. Il vendait des combats. Puis là, moi, je suis tombé en amour avec ça, sa façon d'écrire. Là, j'apprends que c'est un gars de Rosemont qui se tient au délit Beaubien. Fait que déjà là, je commence à capoter un peu sa boxe. Mais là, je vois un jour les fameux entraînements publics. Puis ça, c'était à l'hippodrome. Mais moi, mes parents... il haïssait pas ça, gager de l'argent à ses courses de chevaux. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je dis, on peut-tu aller aux courses? Il faudrait y aller à midi, mettons. Mais là, j'allais dans les entraînements publics. Le premier, Alex Hilton contre Stéphane Ouellette. Là, je pense qu'on avait encore le droit de fumer. Mais moi, je fumais pas. Mais j'étais allé là, j'ai pris une photo avec une caméra jetable avec Régis Lévesque. Il y avait une cigarette, il me tenait par le cou, genre, puis c'était incroyable. Je me suis mis à aimer beaucoup aller dans les entraînements. Puis t'avais quel âge pour à cette époque-là? Je devais avoir à peu près 14, 15, 16 ans. Quand je me mets à aller faire des apparitions publiques aux entraînements. Puis il y a une fois, là, toi, tu vas t'en rappeler, je pense, Trevor Berbick avait affronté Shane Sutcliffe. Ouais, puis là, c'était à l'Arena Pierre Charbonneau? Ouais. Mais là, j'étais allé au mythique Club de boxe champion pour la première fois. Puis là, je voyais les posters, ces murs, je capotais. Ouais, c'est vrai, c'est cool. George Cherry avait des photos avec Hulk Hogan, mais avec tous les boxeurs. Puis là, Shane Sutcliffe, là, ça m'a fait rire. Ils l'ont installé au bench press dans le coin, là. Puis je pense qu'il a soulevé quasiment le quartier Rosemont au complet. Non, je te le dis. Je sais pas si tu te rappelles, ça va te ramener loin, là, mais Trevor Berbick est arrivé avec une petite page du Québec sur ses shorts. Puis à la fin du combat, tout le monde dans la salle tripait sur Trevor Berbick. Et la semaine avant, il fallait vendre le combat. Puis Shane Sutcliffe, il avait 24 ans. Là, je te dis, t'es en train de bencher mon Rosemont complet, OK? Ouais, c'était une bête. Il avait 24 ans. Il est musclé, c'est une bête. Et là, Trevor Berbick, il arrive, il a 49 ans, il a un grand manteau noir, il a l'air de rien, OK? Mais pendant que Sutcliffe, il bench, il se faufile dans le ring.
Puis là, il commence à parler. Puis il dit, tu vois où je suis? Moi, je suis déjà arrivé. Je suis dans le ring. Je vais te donner la leçon que tu as besoin à 24 ans. Puis là, l'autre, il vient de faire des prouesses athlétiques. On donne pas la moindre chance à Shane Sutcliffe. Puis là, un vendredi soir, Centre Pierre Charbonneau, là, sais-tu combien ça coûtait commander des pay-per-view à l'époque? Y avait-tu des pay-per-view? Ouais. À la télévision, à la carte, fallait que t'appelles. Ça coûtait 29$. Nous autres, à l'école secondaire, je commençais à mousser le combat l'après-midi pour me trouver 6 personnes qui donnaient 5$ chaque pour être capable de commander le soir chez nous. Puis là, je suis tombé en amour avec la boxe, mais des fois aussi, je suis en amour avec les histoires, tu sais, comme cette histoire-là. Ouais. Tout comment qu'on moussait le combat. Régis était un maître là-dedans. Fait que... Mais puis là, j'ai jamais décroché. Pour revenir à Shane Sutcliffe, avant qu'on change de sujet, là, penses-tu qu'il était... Tu sais, c'était moins connu à l'époque, là, mais penses-tu qu'il était juste ses vitamines puis sur... J'ose espérer que non, là, mais moi, j'ai confiance à tout le monde, mais c'est vrai qu'il était costaud. Il était costaud en ciboulot. Puis à cette époque-là, Interbox, dont Antonin a déjà été le propriétaire, t'étais-tu propriétaire ou directeur général d'Interbox? Président. Ah, mais il y avait eu des bons boxeurs, tu sais, Shane Sutcliffe, je sais pas si tu te rappelles, Cowboy Dale Brown. Ah oui. Mais c'était l'époque avant. Moi, c'était la deuxième époque. Mais ça a été une belle époque, la boxe. Absolument. Moi, c'est là que j'ai commencé à boxer. J'ai commencé à boxer au Club Champion, mais rapidement, je suis transféré au Centre Claude Billard. Puis c'était l'éclosion d'Interbox vraiment à cette époque-là. Là. C'était en 97 à peu près. Ça venait de commencer. Puis je voyais tous les boxeurs professionnels s'entraîner l'après-midi. Moi, j'allais malheureusement à l'école. Et le soir, quand j'arrivais, il était plus vraiment là, mais on voyait les photos. Puis il venait des fois dans les galas de boxe amateurs. C'était trippant pour vrai. C'était une très belle époque. Mais là, à partir de cette fameuse rencontre avec la boxe, tu es devenu journaliste. T'as même pas un podcast, t'as 2 podcasts. Ouais, t'as Laurence écoute parler et Boxe et crime, ce que t'as tout nouvellement fait. Non, mais 120 secondes aussi, le podcast entièrement féminin. Oui. Donc, avec Marie-Ève Albert. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a eu Boxing Town Québec qui faisait un podcast. Town, c'est ça que je cherchais. Là, il faut que je te dise d'où ça part. Ça, c'était drôle. Moi, je partais au coin du métro, mais très jeune, là. Mais à l'époque où j'allais au coin du métro, puis ça me fascinait parce qu'il y avait toutes les antennes sur le toit. Puis là, j'allais voir que... juste pour une petite seconde, là, pour ceux, les gens qui à la maison qui savent pas trop qu'on parle, c'est que ça, dans le monde familier de la boxe, le coin du métro, c'est comme une institution, mais c'était un restaurant juste à côté du métro, Henri Bourassa. Puis... Il y avait bien de la soucoupe sur le toit, hein? Mais c'est que maintenant, c'est tellement facile de regarder des pay-per-views sur nos téléphones, sur notre ordinateur, sur une télévision. Mais à une certaine époque, pour voir un gala de boxe, il fallait vraiment se déplacer dans un restaurant. Puis, il y avait toujours... Tu sais, chaque fois qu'il y avait un événement de boxe, gros, mais petit événement de boxe aussi, tu sais qu'il y avait toujours des boxeurs. Il y avait toujours des entraîneurs, il y avait toujours des fans de boxe. Hey, ça, tu as capoté une fois, là. Mais le premier gala que j'ai vu... Non, pas le premier gala, mais une anecdote. Je m'en vais au coin du métro, le resto-bar. Et là, c'est Canadiens contre les Rangers en série. Mais moi, j'allais là pour voir le premier combat de championnat d'Adrien Brunner. Tu sais, dans le temps qu'il était fou, puis il s'appelait About Billion avec ses initiales. Il était très bon à cette époque. Au début, là, quand il est arrivé. À 130, 135, il disait que c'était le prochain Floyd, puis on y croyait un peu. Il disait qu'il allait devenir le premier à faire 1 milliard avec la boxe. Puis Costa m'avait mis, il dit là, je peux pas enlever mes télés sur le Canadien. Il m'avait mis une petite télévision dans le coin. Puis j'avais écouté mon gala sur HBO. Puis comment je suis devenu un intervenant dans le monde de la boxe, c'est qu'un soir, moi, je suis en train d'écouter un gala de boxe. Puis là, je parle fort. Puis là, Jean-Philippe Ouimette, il avait fondé Boxing Town Québec. Puis là, il m'a dit Hey Laurent, ben, il m'a demandé mon nom avant. Puis il m'a dit veux-tu m'aider, veux-tu écrire avec moi? Puis j'ai tout de suite dit oui. Et ça a donné un sens à ma vie. Donc, c'est Jean-Philippe qui avait parti ça. Jean-Philippe Ouimet qui avait parti ça. Je pensais que c'était un des fondateurs. Non, c'est Jean-Philippe avant. Okay. Puis Jean-Philippe, il avait pas son pareil pour faire des débats. Puis, je sais pas si tu te rappelles là, qu'il y avait eu un boxeur. Eleider Alvarez avait eu un combat difficile avec un adversaire canadien. Puis à la fin, il s'était crié des noms, genre, puis là, ça avait fait un débat de tous les moments parce que Eleider était toujours le gars gentil, puis une fois, il a levé le ton, genre. En fait, la petite histoire à travers ça, c'est que Gardner puis Alvarez, ils se connaissaient quand même bien, ils avaient déjà mis les gants ensemble, et puis ils ont décidé de faire un combat. Puis les mois avant, quand ils ont appris que le combat avait lieu,
Éric Bélanger, l'entraîneur de Gardner, avait envoyé plein de messages. À chaque jour, il envoyait des messages à Hallader. Il demandait, puis comment ça va le café? T'es-tu prêt à retourner dans ton pays? Des choses comme ça. Tu sais, il faisait exprès pour le piquer, sachant très bien que ça allait le faire sortir de ses gonds, puis que ça allait être un Hallader émotif qui allait être sur le ring. Puis Gardner, c'était un tough. C'est un gars là, qui était capable de prendre la claque et tout. Il a mal fini, par exemple. Mais ça, c'est parce qu'il a trop mis les gants avec Arthur Beterbiev. À chaque fois qu'on appelait pour trouver du sparring, il disait tout le temps oui pour aller avec Beterbiev. Puis à un moment donné... c'est de votre faute. La faute à Sam. C'est de la faute à Sam puis Marc. C'est pas moi qui a pris la décision. Il pouvait dire non aussi. Là. Donc, c'est la petite histoire derrière ça. C'est pour ça que les deux, après le combat, il avait parlé avec Éric Bélanger un petit peu. Puis là, Gardner avait parlé. Puis là, ben, c'est là que ça avait... Mais souvent, là, tu parles de Eleider Alvarez contre Gardner. Puis souvent, quand c'est un combat local, l'adversaire est toujours meilleur parce que quand on pense à Eleider Alvarez, on peut pas ne pas penser à Oscar Rivas. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, là, je vous ramène un peu loin, là, mais quand Oscar Rivas avait affronté David Whitten, ça avait fini un combat vraiment serré aussi. Ouais, mais le premier contre Silvera Louis aussi. Aussi, tout à fait. Raison. Mais à cette époque, puis ça, c'est sans rien enlever aux autres boxeurs qui ont relevé leur jeu d'un cran, mais Oscar Rivas, il avait des gros problèmes de dos. Il y avait des spasmes dans le dos. Je me souviens à la fin du combat contre Sly, contre Silvera Louis, Oscar était couché par terre puis il pouvait plus bouger. Là. Son dos était barré complètement. Après ça, c'est un petit peu plate parce que ça enlève le lustre quand tu sais ça, mais les gars du Québec, personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent des performances comme ça face à un Olympien. Puis ils ont super bien performé. Donc ça avait été tout à leur honneur. Mais Laurent, ça fait combien de temps maintenant que tu t'occupes de Boxing Town et que tu y mets ta propre couleur? Facilement, je dirais 10 ou 11 ans. Là. Et plus, il y a une vingtaine de milliers d'abonnés là-dessus. J'y compte plus, il y en a trop. C'est ça, hein? Mais là, quand on met ton podcast sur la boxe, Laurent s'écoute parler, ton podcast Box Crime, le podcast 120 secondes, Boxing Town, Punching Grace, tu dois avoir des millions de followers. C'est ça, non? Mais c'est un peu ça qui est étrange avec la boxe. Puis je vais te faire rire. Moi, je mise beaucoup sur Antonin pour ramener la boxe dans les grosses années, là, remplir le Centre Bell. Puis là, je me dis, quand que le Centre Bell va être plein, quand la boxe va revenir, sortir un peu du creux de vague, ben là, moi, je vais être déjà là. Fait que je vais être prêt. Mais tu vois, il y a quelques semaines, on avait reçu Guillaume Wagner, que j'avais rencontré, que j'avais appris à connaître via les forums de boxe. Est-ce que t'allais-tu sur les forums de boxe ou tu connaissais pas ça à l'époque? Tiens-toi bien. J'étais sur les forums de boxe et je m'étais fait bannir par M. Thériault là, sur... ça c'était RDS? Ouais, mais oui, j'étais toujours sur les forums de boxe. Sur la zone de boxe aussi? Ouais, mais il y en avait un. Le premier, je pense, ça a été celui d'Interbox qui avait son forum. Okay. Puis oui, j'étais toujours là-dessus, mais je me rappelle de tout. Je me rappelle les débuts de Léonard Dorin, genre annoncé dans le forum de discussion. Oh, oui, j'adorais ça. Genre. Wow. Puis, c'était quoi ton surnom? Probablement que c'était... À l'époque, j'avais des cheveux. J'écrivais la tornade russe tout le temps. La tornade russe? J'avais comme les cheveux qui frisaient avant qu'ils tombent. Là, j'ai plus rien. Puis, c'est quoi ton objectif avec toute la plateforme boxe que tu as pour 2026? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Ça, c'est bon. Genre, au début, là, quand j'étais arrivé, là, j'étais sûr là, que... Parce que, je disais, il me semble que je me trouve bon. Genre. Là, je pensais, ici, à BPM, là, j'ai fait 2... On n'a pas le droit de dire ça, là, c'est la commission athlétique. J'avais fait 2 ans de chronique avant que ta boxeuse me vole ma job. Puis là, Marie-Ève Dicker, à l'époque, puis là, je me disais, c'est sûr que ça va exploser. Genre. Là, je me disais, ils vont se rendre compte de mon talent, ils vont m'engager, là, je vais être partout. Là, je voyais ma job au fédéral. Là, je rajoutais comme l'argent de la boxe. Puis là, j'imaginais créer une cagnotte. Genre. Puis là, finalement, il n'y a pas grand monde qui m'ont engagé. Il y a Antonin via Punching Grace. Ça, j'adore ça. Ça, c'est un de mes moments préférés quand j'écris mon texte puis quand je reçois ma paye aussi. Mais il n'y a pas eu grand-chose. Comme, je pensais qu'RDS allait me donner mon émission. Ils n'ont jamais téléphoné. TVA Sport non plus. Ça sent bien, je suis sûr. Ah oui, mais en même temps, là, je m'amuse beaucoup. J'adore écrire sur la boxe. Mais moi, là, moi, je suis un uluberlu, là. Mettons, il faut que je vous raconte ça. Au début, là, je le fais encore, j'écoute des galas bar en bar, là, tu sais, comme en Angleterre, là, maintenant, puis ils font des bons galas maintenant.
Tu sais, en Angleterre, il y a toujours des combats entre deux Anglais. Puis, des combats pour le BBC. Mais c'est toujours bon, genre, je sais pas que les matchmakers sont bons là-bas, là. Mais ici aussi, mais là-bas, c'est bon, là. Puis il y a eu une passe, là, où là, on n'était pas choyés, là. Quand les deux Klitschko, ils prenaient tout le temps des combats faciles, là. Moi, j'écoutais ça, bord en bord, j'étais découragé, genre. Puis là, je me dis, on est tellement gâtés aujourd'hui. C'est vrai. Alors, Tu prends juste les poids lourds, là, à l'époque, là, que les deux Klitschko, ils protégeaient un peu leur ceinture, puis on écoutait des combats contre des Alex Schultz, là, qui étaient négligés à 40-40 contre 1. Puis, justement, tu viens de dire qu'on est dans une belle époque. Pourquoi tu disais tantôt qu'on est un peu dans un creux de vague? Ben, peut-être que les choses ont changé, mais tu sais, toi, t'es au courant des chiffres puis tout, là, à l'époque, là, Interbox, puis je veux rien enlever à Luciane Boutet, là. Mais tu mettais Luciane Boutet contre William Joppy, où il y en avait eu un autre là, qui venait des 154 livres, une de ses premières défenses. Là. Il y en a eu une bonne mais gang. Là. T'arrivais avec William Joppy. Jesse Brinkley. T'arrivais avec Jesse Brinkley, Brian McGee. Puis tu faisais juste mettre Boutet, puis tu vendais 12 à 14 000. C'était à l'époque du Super Six, mais qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Oui, mais ils vendaient quand même des billets. Jean-Pascal vendait énormément. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui, que si je fais une règle de 3, quand vous avez mis Mbili contre Derevianchenko, ben, ça aurait dû être 12 000, tant qu'à moi, un minimum. Si, on dirait que, je sais pas si les gens ils sont tous scotchés devant leur télévision. Exact. C'est peut-être il y a l'économie aussi qui est peut-être au ralenti. Il y a plusieurs facteurs. Je pense que depuis le COVID, bizarrement, les gens sont moins portés à aller dans les stades. Les gens, il y a tellement de manières de regarder le combat, là, que ce soit sur ton téléphone, à la maison. C'est vraiment très accessible. Fait que ça vient nuire un peu, c'est sûr. Je pense que tranquillement, ça se rebâtit, par contre. Là. Puis, en ce moment, je pense que la boxe, bizarrement, n'a jamais été aussi en santé au Québec. Là, on a tellement d'athlètes de haut niveau qui peuvent vraiment rivaliser. Puis on va avoir plusieurs champions du monde à court terme. Mais c'est vrai qu'il y a malheureusement, on n'a pas un Éric Lucas, on n'a pas un Lucien Boutet, on n'a pas un Jean-Pascal. Non, mais vous les avez en termes de performance. Mais il n'y a pas un champion du monde québécois, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Au niveau du talent, puis au niveau des performances, je dirais même qu'on est peut-être une coche qu'on n'a jamais été. On n'a jamais, là, je calculais ça avant de m'en venir, là. Je pense qu'on n'a jamais été comme province, là. Puis votre organisation, Eye of the Tiger, je pense pas qu'on a déjà vu. Mais il y a eu une époque, tu sais, quand Yvon Michel avait les 3 champions à 175 livres, tu sais, puis ça, c'est une époque qui était très forte. Mais présentement, avoir autant de monde classé, puis tu sais, vous êtes à 175, il y en a 3, il y en a 3 à 168. On n'a jamais été. On dirait que cette année, Antonin, je vais te le dire, là, ça pourrait exploser. Ça pourrait. Mais on se croit, on touche du bois, puis on se dit honnêtement, on fait tout ce qu'on peut, mais à the end of the day, c'est les gars qui doivent gagner les combats dans le ring. Là. On peut pas non plus se battre pour eux. Mais tout a été mis en place, puis je pense que on a des athlètes vraiment talentueux, puis vraiment, on a une bonne équipe. Là. Les gars sont sérieux, les coachs font leur job. Bon, je pense que les belles années s'en viennent. Vous avez les bons chevaux. Oui, exact. Non, mais tu parlais de ça tantôt, c'est ça. Là, c'est exactement ça. Tu peux pas gagner une course de Formule 1 avec un Dodge Ram, puis à the end of the day, c'est un peu ça. Là, des fois, les gars sont vraiment... C'est des bonnes personnes, on les aime, mais ils se rendront pas, là. Des fois, il y en a qui ont des super personnalités, qui ont un petit côté flashy, qui sont le fun à regarder, mais... Il manque un petit quelque chose. Ils pourront pas aller au niveau supérieur, puis c'est ça qui est plate, t'sais. Mais autant que ça prend les deux, il faut pas que tu sois super bon sans ce côté flashy-là, parce que c'est un sport spectacle. Oui, vraiment. Tout à fait. Vraiment. Ça, c'est l'autre affaire aussi. J'avais une conversation vraiment intéressante, puis en fait, je l'ai eu avec beaucoup de boxeurs, puis même beaucoup de managers, puis ils sont comme, ouais, mais là, pourquoi les boxeurs sont... mon boxeur devrait être plus payé. Tu sais, je veux des grosses plateformes, tout ça. Puis à la fin de la journée, c'est tout le temps, OK, mais combien ton boxeur, il vend de billets? Tu sais, lui, là, quand il boxe, là, on prend, mettons, juste le casino. Est-ce qu'il est capable de remplir le casino à lui tout seul? Là, oui, OK, parfait. Après ça, on s'en va, mettons, à la TAU. Est-ce qu'il est capable de remplir la TAU à lui tout seul? Oui, OK, parfait. Ben là, on augmente dans les bourses, tu sais. Mais ton boxeur a beau être bon, s'il ne vend pas, là,
c'est difficile. Beterbiev, là, pendant plusieurs années, là, le monde n'était pas capable. Yvon Michel, il avait fait Marcus Brown contre Beterbiev contre Brown. Puis il n'y avait pas de monde qui était là. Sans vouloir te contredire, justement, là, tu sais, quand Beterbiev a boxé contre Marcus Brown, ou à plusieurs reprises, à part quand il a boxé contre Callum Smith sur notre show, ça n'a jamais été des gros succès. Pourtant, il était payé dans les millions. Fait que, tu sais, il y a des réseaux de télévision. Il y avait une copromotion avec Top Rank. Oui, mais justement, Top Rank n'ont pas sorti cet argent-là pour y faire plaisir. C'est parce qu'il y avait des réseaux de télévision qui backaient, puis qu'il y avait quelque chose de tangible en arrière de ça. Là. Fait que c'est pour ça qu'on est à une autre époque, tu sais, dans le sens que des fois, là, tu parlais de Régis tantôt, je suis d'accord, c'était le fun, sauf que t'sais, remplir le forum de Montréal, même si t'as 10 000 personnes qui payent 10$, c'est pas tant d'argent que ça. Là. Tu peux pas payer des gars 80 millions de dollars avec 10 000 personnes qui payent 10$. Hein. Non, mais c'est vrai, mais tu vois, je vais te donner un exemple, OK? Donc, il y avait du monde qui parlait du combat de Jake Paul contre Anthony Joshua. Ouais. Puis il disait, OK, eux, ils vont être payés, mettons, 80 millions chaque. Les chiffres sont pas exacts, là, mais mettons 80 millions chaque. Il y a, on va dire, 6 combats en sous-carte. OK? Ça serait quoi que les gars soient payés 70 millions puis que tous les autres soient payés au moins 1 million? Pour eux, là, entre 70 et 80 millions, c'est des sommes astronomiques. Là, mais ça, après ça, une fois que tu as fait tes déductions de taxes puis t'es ici, on pourrait avoir le débat pour tous les sports. Là, pour tous les métiers sur la Terre. Là. Oui, mais après ça... Là, pourquoi le cadre chez Hydro-Québec fait ça? Mais quand tu regardes, par exemple, la finale... qui était à 80 millions, puis la demi-finale, où le budget total ne devait pas dépasser 1 million. Je pensais qu'elle allait le dire. C'est là que... La demi-finale, c'était quand même Anderson Silva contre... Non, la demi-finale, c'était Baumgartner contre Layla. Non, c'est vrai. C'était Layla contre... Puis ça n'a pas dû... le budget total n'a pas dû dépasser le $1 million. Fait que c'est là la disparité. Puis là, le monde était, ouais, mais là, c'est pas correct que si ça... OK, mais si tu enlèves le combat d'Anthony Joshua contre Jake Paul, combien de billets tu vas être capable de vendre pour ce combat-là? Puis, mettons... Ben là, c'est parce que, tu sais, je me suis trompé, t'as raison, parce que dans ma tête, mais le combat Anderson Silva contre Tyron Woodley, combien ils ont été payés, tu penses? Je pense qu'ils ont été plus payés que la demi-finale. C'est pour ça que j'ai dit selon moi, c'est le deuxième combat le plus payant de la soirée. C'est possible. Je dis pas que ça fait du sens. Hein. Mais encore une fois, c'est la popularité des gars. Parce que les gars sont très populaires. Ouais. Ils ont été connus à travers les arts martiaux mixtes. Là, ils boxent. Ils s'en vont à la boxe. C'est deux superstars des arts martiaux mixtes. Mais si tu regardes la qualité du spectacle, c'était plate en tabarnouche. C'était plate. Ça n'a pas duré longtemps. Là. Non, mais c'était... moi, je t'ai insulté. Pour de vrai. C'était triste. Moi, je trouvais. J'étais assis à côté de la mère de Tyron Woodley. Puis honnêtement... je pense que je voulais y dire parce qu'elle a comme senti. La prendre dans tes bras. Non, elle voulait tout de suite me dire. Elle voulait pas que je dise. T'es tellement habitué d'avoir du monde chaud, stupide, qui font des commentaires désobligeants. Là. Elle m'a tout de suite dit quand je suis venu pour y parler. Je suis sa mère. Non, elle voulait pas que j'arrive avec un commentaire stupide. Genre, hey, c'est un jambon, pourquoi il boxe? C'est là, lui. Ouais, exact. Un genre de commentaire. Il est donc bien mauvais, lui. C'est mon fils. Exact. Mais elle me l'a dit, mais je le savais. Fait que, tu sais, je serais pas arrivé avec un commentaire stupide comme ça. Tout ça pour dire que même Woodley, Anderson Silva, mettons qu'ils ont été payés 500 000 chaque ou quelque chose comme ça. Là, sûrement plus. Hey, il a été Tyron Woodley, je pense qu'il a été averti à 2-3 semaines d'avis. Là. Écoute. La paye devait valoir la peine. Là. Il est en train de faire... Sa mère me disait qu'il est en train de filmer le film, là, tu sais, il y a un film avec... moi, je sais pas. La dernière fois que j'étais allé au cinéma, ça fait longtemps. Il y a un film avec McGregor, là, de genre de bataille. Écoute, je sais pas. Il est en train de tourner un film d'action en Angleterre. Puis il a eu l'appel, il est revenu 3 semaines d'avis. Fait que, tu sais, j'imagine que la bourse en valait la peine. Là. Sûrement. Mais tout ça pour dire que faut que tu regardes le main event, c'est eux qui attiraient. Même si les autres étaient même pas payés le 10e de ce qu'ils ont fait, ils ont quand même eu leur plus grosse bourse en carrière pour la plupart d'entre eux ou d'entre elles. Puis, tu sais, si je me fais l'avocat du diable, là, on aurait pu enlever toute la sous-carte, puis ça aurait été on aurait pu faire un combat de boxe amateur avant, puis ça aurait été sold out pareil. Là. Les gens venaient juste pour la finale. Ouais, les gens sont dans les restos, là, puis ça me fait rire aux États-Unis, des fois.
en début de soirée. Des fois, tu vois des gros galas, il y a quand même des championnats du monde, puis il n'y a personne dans la foule. Là. Ah, souvent, là. Puis des fois, c'est insultant. Là. Mais au Québec, on a moins cette. Au Québec, vraiment, c'est déjà plein en partant, ça, je suis content. Les fans québécois, c'est des fans de boxe, puis ils regardent la carte. Là. Tu peux sortir une grosse finale, mais que la sous-carte est pas bonne, on va se faire ramasser. Là. Fait que non, mais c'est bon, c'est vrai, là, les gens arrivent, ils arrivent tôt, ils regardent chacun des combats, ils crient, on est chanceux pour ça. Mais toi, Laurent, vas-y. 2026. Là, on a eu Anthony Joshua. Non, mais là, je suis prêt. C'est quoi les combats que tu aimerais voir en 2026? Attends, on va revenir à 2025 avant. C'est quoi son gros combat 2025? Ben, ça, si tu as écouté son podcast, Laurent s'écoute parler. Nos fans n'écoutent pas son podcast. Il devrait. Laurent s'écoute parler, écoutez ça, allez voir ça. 2025, je pense que techniquement, puis c'est Beterbiev Bivol 2. Ça a été un des combats que tu as mis. Qu'elle allait dire Martinez contre Mbili Martinez. Tu l'as sorti aussi dans ton podcast. Ouais, ça, on en parlera tantôt, là. Mets-toi une petite note, là. T'avais parlé aussi Mbili Martinez, j'ai des affaires à dire. T'avais parlé... c'était Virgil Ortiz aussi que t'avais parlé? Ouais, mais c'est vrai qu'Mbili Martinez, c'était incroyable. Ouais, c'était un méchant combat. C'était tout un combat, toute une guerre. Tu l'as regardé du début à la fin, j'imagine? J'ai regardé du début à la fin. Parle-nous-en. Êtes-vous prêts pour des commentaires difficiles? Moi, j'ai des gros commentaires pour vous autres, OK? Mbili, là, je suis inquiet. Parce que le combat contre Lester Martinez... Est-ce que tu sais à quel point Martinez il est bon? Ben, c'est ça que je vais te dire. Je sais à quel point Martinez il est bon, mais je trouve que, tu sais, si Mbili, j'ai peur qu'il devienne ce genre de boxeur-là où, tu sais, il reçoit beaucoup de coups. Il est très... offensivement, son esprit très offensif. J'ai peur qu'il devienne un genre de bête de foire là, qui donne toujours le combat de la soirée. On est content. Mais moi, ce que je voudrais, si j'étais, mettons, dans les souliers d'Antonin aujourd'hui, je voudrais qu'Mbili, il gagne le titre, puis qu'il y ait plusieurs défenses, tu sais, puis qu'on avance. Là, j'ai peur que ça devienne tout le temps comme la guerre, le gros combat, la télévision qui capote, puis là, que ça... Tu sais, je vais donner un exemple, là, vous allez être surpris, mais tu sais, David Lemieux, il y avait un gros fanbase, il pouvait faire de l'argent parce qu'on savait qu'il y avait la grosse claque. Il y a des boxeurs qu'on sait que si tu le mets sur ta carte, potentiellement, c'est le combat de l'année. Mais moi, je veux pas que Mbili devienne le gars qui fait des combats de l'année à chaque fois. Je veux qu'il devienne champion, puis qu'il ait ses défenses, puis qu'après ça, qu'il aille unifié. S'il faisait les deux. Combat de l'année à chaque fois en étant champion du monde. Est-ce possible? C'est éventuellement, tu peux... T'as raison, mais en même temps, puis je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je veux pas que Mbili soit toujours dans des combats aussi difficiles physiquement que ça. Mais en même temps, face à ce genre de gars-là, c'est parce que Lester Martinez, honnêtement, quand on se l'est fait offrir, Marc... Puis je suis sûr Sam est d'accord avec ça. Il dit s'il y a un gars dans la division qu'on veut pas, c'est lui. Il dit moi, je suis persuadé qu'il bat Canelo live. Puis tu sais, on dit OK, mais là, l'opportunité était trop belle, Netflix, la bourse, tout, tu sais. Fait qu'on a dit oui, mais c'était probablement le risque ratio récompense, c'était le pire gars à prendre. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve que le chemin qui semble tracé, là, mais là, je sais pas c'est qui son prochain combat, mais si on pense que, mettons, les chances sont l'air d'Hamza Shiraz, mais Hamza Shiraz, c'est un autre compliqué. Là, il est bon, il est grand. C'est un autre compliqué, mais regarde qu'est-ce qu'il a fait avec Adamès. Oui, mais ça, c'est le danger, parce que j'ai peur qu'on s'accroche trop à Adamès parce qu'il y a eu d'autres grandes performances. J'espère. C'est parce que tu te fies sur Berlanga. Mais Berlanga, il était à un coup de poing de se faire descendre par n'importe quel gars de la division. Berlanga, il est allé sur les fesses là, contre une couple de gars, donc Canelo, il est allé sur les fesses. Canelo a fait la limite. Oui, peut-être que j'ai trop peur de lever, mais j'ai peur de Shiraz, moi aussi. J'ai confiance en Mbili, mais j'en dirais que j'ai peur qu'il soit juste maintenant impliqué dans des guerres tout le temps, puis tout le monde veut tout le monde veut aller à la guerre. La belle chose là-dedans, c'est que Mbili, il est conscient de son style de boxe. Il est conscient que c'est un spectacle, mais il est conscient aussi que c'est une business, puis qu'à chaque fois qu'il rentre dans le ring, il laisse une partie de sa santé. Fait que, tu sais, lui, il est conscient de ça. Alors, il va faire le chemin pour maximiser les gains, minimiser les pertes au niveau de sa santé ou de tout, puis éventuellement se retirer. Mais c'est pour ça que j'ai adoré quand Marc Ramsey, après le combat d'Mbili, genre tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi, je suis conscient qu'on a sauvé le spectacle.
Mais ça va coûter cher maintenant. Il a comme tout de suite dit, genre, vous voulez Mbili, vous allez payer. Parce qu'il y a une façon de boxer. C'est épuisant. Il va peut-être qu'avec ce style-là, il va rester moins de combats, mais on va les monnayer. Après le combat, ils ont tout de suite demandé un combat revanche. Mais Martinez, il voulait rien savoir d'un combat. Il n'y a pas une histoire que toi, tu peux confirmer ça. Il n'y a pas une histoire que Martinez avait encore de la misère à se lever, genre, la semaine d'après, genre. J'ai entendu ça passer. Genre. C'est peut-être Sam qui m'a dit ça sous couvert de l'anonymat. Non. Non, mais moi, je l'ai vu en entrevue quelques jours après, puis il était correct, il était fier de sa performance. Il dit, c'est un combat serré. Moi, je pensais que je gagnais. De l'autre côté, il pensait qu'il gagnait. On est fiers de notre performance. On a donné probablement le combat de l'année. Tu sais, lui aussi, il était très lucide dans son approche quant au spectacle puis au show qu'ils avaient donné. Là, tu sais. Fait que 2025, ce serait mon combat de l'année. Puis 2026, mais là, tu vois, j'ai des petits... Tu sais, je vous en ai parlé de 26, là, Hamza Shiraz, puis on va voir. Puis, mais ça serait le combat que tu aimerais voir, Shiraz Mbili? Ouais, quand même, ouais. Parce que tu n'as pas le choix, là. C'est les classements WBC. Puis on est dans cette division-là. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Avec Iglesias. Iglesias, t'aimerais savoir. Iglesias, là, hier, tu vas rire, hier matin, j'ai appelé votre relationniste Noé Cloutier. Puis là, j'ai dit, je sais exactement ce qui va arriver. Ils vont mettre Troy Williamson dans le classement à la place de Callum Simpson. C'est lui le prochain adversaire. Mais 2 heures après, ça avait lieu. Genre. Ben, t'étais bien timé parce que t'as-tu vu que toutes les autres... l'IBF a changé les classements, mais Williamson, il venait de knocker... mais t'as-tu vu que tout le monde s'est proposé après? Il y a Pavel Ziliagin là, dans un média russe qui a dit « Je suis prêt, envoyez-moi le contrat. » Envoyez-moi le contrat. David Benavidez aussi, il a dit qu'il était prêt. Ah oui? Oui, David Benavidez. Ouais, mais là, il est occupé à 200 livres. Écoute, il viendra après. Est-ce qu'il va redescendre? Mais là, je vais vous faire une prédiction. Moi, j'avais mis une prédiction dans ma tête. Là, moi, je m'en viens faire des grosses prédictions qui vont faire du trouble. OK. Que vous ne pourrez pas commenter parce que vous êtes trop impliqués. Là. Ouais, non, on peut je prédis que Christian... J'ai fait une grosse prédiction. Christian Mbili va devenir champion du monde. Parfait, je confirme. Osley Iglesias, lui, va devenir champion unifié. Mais Mbili est déjà champion du monde. Oui, mais régulier, là. J'aime encore les réguliers. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé avec Crawford qui prend sa retraite, les ceintures deviennent vacantes, ça l'ouvre les portes. C'est ça qui est vraiment le fun en ce moment. Fait que t'es-tu en train de nous dire que tu trouves que Iglesias, il y a une petite coche en haut de Christian Mbili? Ouais, mais c'est peut-être à cause que moi, je vais dire comment j'analyse tout ça. Là. Ah ouais? C'est parce que Mbili, lui, il vient des 160. Là, c'est peut-être c'est peut-être mes calculs, mes raccourcis intellectuels, là, mais si tu viens des 160, puis là, tu t'en vas à 168, là, dans ma tête, t'amènes pas nécessairement ta force de frappe, tu sais. Même si tu es un costaud, puis il est moins grand. Tandis que Iglesias, on dirait le gars sur mesure que il va falloir tout drainer les 168 avant qu'il monte à 175. Tu sais, comme Mbili, lui, il était plus capable de faire 160, de monter à 168. Mais là, Iglesias, c'est le temps de cacher le plus possible parce qu'il sera plus capable de faire 168. Puis là, on va le monter à 175. Fait qu'on dirait qu'à cause des gabarits, à cause de la portée, on dirait que si on reste à 168, j'aurais tendance à penser qu'Iglesias va en faire plus que Mbili. Puis, tu sais, Iglesias, il faut que je dise ça pendant qu'on a les ondes, là. Le monde me fâche. Tu sais, il n'a jamais battu personne. Saviez-vous à quel point Shishkin est bon? Genre, comment ils l'ont amené ici pour aller à Détroit, dans le Crunk Gym. Il y a du monde qui l'ont validé. Là. C'était qui l'entraîneur de Shishkin? James Ali. Ah non, mais ouais, OK. Chagrill. Exact. Mais lui, là, il prenait le micro là, en 2019 puis il disait, mais c'est ça, lui, c'est la formule gagnante pour battre Canelo, puis je vais le construire, puis... Tu sais, ces gars-là, des fois, les gens oublient le niveau qu'on a. Derevianchenko qui venait de battre Ali Akhmedov, qui se fait passer au premier. Tu sais, c'est ça que je trouve dur. Puis que moi, si j'étais à la place d'Antonin, là, comme promoteur, là, je capoterais. Genre. Non, mais. Tu fais venir des bons boxeurs. Puis là, le monde. Suliki. T'as dit Derevianchenko. Ah, oui. Suliki aussi était super bon. Il venait de battre Akhmedov. Puis. Tu sais, cette semaine, il y a même comme un intervenant que je ne vais pas nommer dans le monde de la boxe. Puis là, je dis, je pense que ça va peut-être être Siliagin. Il m'a demandé qui allait affronter Iglesias. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui ça? T'es allé sur BoxRec. Faites une nulle avec Shishkin. Ah oui, mais là... non, avec Shvedenko, je pense. Mais honnêtement, c'est Shishkin... dur, les gens, ils fouillent sur BoxRec. Puis, mais à la défense des gens, puis tout à l'honneur d'Iglesias,
je trouve que, tu sais, Shishkin, on a tellement entendu parler souvent de lui, c'était vraiment... Puis je trouve qu'il a eu l'air ordinaire dans son combat. Mais ça, c'est, tu sais, le mérite revient à Iglesias. Il a été tellement bon dans le combat que Shishkin avait l'air, tu sais, d'un journeyman, d'un gars pas pire, là, tu sais. Il y avait des flashs il faisait des belles affaires, puis capable de prendre la claque quand même un peu, parce qu'il s'est fait frapper pas mal dur. Premier round, deuxième round, là, c'est surprenant même qu'il était capable de continuer aussi longtemps. Mais je pense que Iglesias... Mais vous autres, là, chez Eye of the Tiger, là, vous deviez être surpris quand un gars comme Osley Iglesias apparaît un matin. Là, Cubain frappe comme un train, la science cubaine derrière. On l'avait vraiment pas vu aussi bon que ça. C'est pour ça qu'on est allé vite. Là. On est arrivé et on était vraiment impressionnés. Première fois qu'il est allé dans le gym, je sais pas si tu te rappelles, là, il mettait les gants avec une coupe de gars. Puis... Mais moi, tu sais, tu dis, vous deviez être... Non, mais qu'il soit disponible. En fait, c'est parce que ils n'arrivaient pas à le vendre non plus. C'est ça l'autre affaire. C'est que ça te prend un promoteur qui va avoir les reins assez solides pour le prendre à partir de là puis l'amener plus loin. Mais là, c'est tous des combats qui coûtent cher à faire. Ouais. Puis là, ben, si t'as pas les reins assez solides, puis si t'as pas une belle infrastructure, puis si t'as pas... Mais c'est que son gérant, c'était aussi son promoteur. C'était pas... Il y avait pas nécessairement la structure pour être capable de faire des shows à perte jusqu'à temps qu'il soit capable de... Parce que c'est encore maintenant, là, on parle de gars qui remplissent un amphithéâtre. Tu parlais tantôt, là, tu commences par remplir le Casino de Montréal. Le Casino de Montréal, c'est un de mes endroits préférés, mais c'est pas gigantesque. Puis tu mets Osley Iglesias en finale, c'est pas lui qui vend des billets. Là, puis pourtant, c'est un gars qui va boxer à Riyad bientôt. C'est un gars qui va... C'est que lui, il est tellement bon qu'il n'y a plus de frontières. Là, puis il a marqué un peu déjà l'imaginaire du fan de boxe partout dans le monde. Effectivement. Il est décollé. Mais ça, là, c'était mon combat de l'année. Okay? Mais là, il faut que je vous parle de ma déception de l'année. Oh. On est prêt. Est-ce qu'au Québec ou à l'international? C'est au Québec, mais ça va être à l'international en même temps. Là, tu vas voir. C'est les juges qui n'ont pas donné la victoire à Imam Kataev. Ça m'a fait mal parce que, tu sais, des fois, on tombe dans le cynisme où nos boxeurs, ils gagnent pas. On va encore aller se faire battre à l'étranger. Puis là, lui, il arrive, la grosse main droite, Morel qui part par en arrière. Tu sais, Morel, à quel point il est bon, là. Morel, c'est incroyable. Puis Kataev qui fait comme une performance incroyable. Puis là, les juges, ils ont volé son moment de gloire. Puis là, ça recule. Ça recule quasiment. Moi, ça me fâche. Ça recule sa carrière quasiment de 2 ans. Ça y fait perdre de l'argent. Moi, ça me décourage. Non, t'as raison. C'est mon moment, là. Mon moment que j'ai trouvé dur un peu, mais il y a d'autres moments, tu sais, comme le Marie-Pierre Roule, je pensais vraiment qu'elle était dans un combat 50-50, puis contre Pinheiro. Bah oui. En tout cas, je connaissais pas vraiment l'autre. J'avoue que j'ai fait du box-rec, mais là, je voyais 50-50. Ça m'a fait mal. Moi, je pensais pas qu'elle allait l'arrêter, mais je voyais un combat. C'est une très bonne adversaire. C'est juste des fois, elle avait des performances en dents de scie. Elle faisait une coupe de belles performances, puis là, boum, elle échappait une coupe. Puis Marie-Pierre, c'est une fille qui est très tough, puis qui met de la pression, puis qui lance, qui continue d'avancer. Elle aurait pu la casser. C'est quelque chose de possible. Mais par exemple, l'autre, c'est une Olympienne. Elle avait un gros bagage de boxe amateur. Pour revenir à Kataev, là, oui. C'est important quand même. Très important. Tu sais, si ça t'a fait mal, imagine comment moi ça va. J'ai trouvé ça vraiment dur. Mais t'es si près du but. Près du but, mais il y a toujours il faut prendre pas le positif, plutôt il faut prendre ce que ça nous a appris quand nos gars vont aller sur la route. Encore, c'est vrai au Québec, mais c'est encore plus vrai sur la route. Quand t'es pas à la maison, dans un combat de championnat du monde, tu peux pas te permettre de perdre les 3 derniers rounds. T'sais, peu importe c'est quoi, peu importe, même si t'es en avance, même si dans ta tête, tu l'as envoyé ses fesses, t'as un gros, t'as vraiment l'avantage, tu peux pas te permettre de... Tu peux pas laisser ça. Puis je pense qu'il a perdu les 3 ou peut-être même les 4 derniers rounds. 3. Oui, mais moi, ça me le donnait quand même gagnant. Oui, moi quand je faisais mon calcul. Là. Quand je faisais mon calcul. Après 6 rounds, on était 5-1, dont on l'avait envoyé une fois au tapis. Tu sais, Morel, dans ma tête, il est cubain. Fait que là, je me dis, OK,
le Russe domicilié au Québec contre le Cubain. Là, dans ma tête, je dis, OK, les juges sont neutres. Moi, j'espère. Non, mais un Cubain à New York, non, c'est pas Miami, mais un Cubain à New York, mais avec un promoteur américain, c'était vraiment Morel qui était à la maison. Là, là j'ai un autre dossier, là, parce que là, je parle de vos boxeurs. Là. Albert Ramirez, sa victoire contre Jérôme Pampelon ou Libye. C'était-tu au Libye ou en Syrie? En Libye. Ça m'a impressionné aussi. Puis j'ai trouvé que Albert, mettons, des fois, là, quand vous, mettons, Eye of the Tiger ou un promoteur québécois, il signe des boxeurs. Là, des fois, je suis pas sûr au début, tu sais. Mais lui, Albert, c'en est un que j'ai commencé l'année pas sûr, j'ai fini l'année 2025 sûr. Il a été très bon, il garoche des croches, physiquement, vraiment, il est costaud. Il a l'air, mais on va se le dire, par exemple, là-dessus, c'est en toute honnêteté, là, puis je suis très content d'où il est présentement. Ouais. Mais l'adversaire qu'il avait en face de lui, il était quand même un peu fait sur mesure pour lui. C'est pas grave. Je dis pas qu'il a été choisi comme ça. C'est pas grave, c'est ce qui a été ordonné. Mais son adversaire avait jamais perdu par KO. Il avait fait les limites. Ouais, il était très connu en Australie, qui est en train de devenir un méga marché de boxe présentement. Fait que là, je me disais, c'est bien parfait. Ouais. Puis Albert, là, comment je le vois, c'est qu'à un moment donné, Beterbiev, là, je vais vous le dire, il a eu 40 ans. Là. Il risque d'en avoir moins devant que derrière. Puis Marc Ramsey, là, lui, il est au courant quand Beterbiev va s'en aller. Probablement parce qu'il le connaît, c'est son entraîneur. Mais là, à un moment donné, il va falloir d'autres boxeurs. Non, mais tu sais, Benavidez, là, puis tous les autres. Mais je le vois, moi, Ramirez jouer dans... Ouais, vraiment. Tu sais, comme, mettons, Benavidez, là, tout le monde a peur. Là. C'est qui le seul en 2025 qui dit, je vais y aller, moi? Il a levé la main. Non, mais Ramirez avait levé la main aussi pour dire tout est là, je vais y aller. Pour revenir à ce que tu disais, je sais pas si son premier un de ses premiers combats avec nous, c'était contre Arthur Diadinov. Puis ça n'avait pas été super concluant. Mais il est compliqué. Mais tu sais, on avait été un peu, pas déçus, mais on le connaissait pas. On a appris à le connaître. Puis au fil du temps, puis c'est un bon gars. Il est smart. Il est super. Il travaille fort. Honnêtement, je suis vraiment très impressionné par ce gars-là. Il y a aussi une belle chimie avec son gérant. Son gérant a une bonne on aime ça travailler avec lui. C'est beaucoup grâce à lui ce combat-là en Libye. Fait que honnêtement, il y a beaucoup de potentiel. Lui aussi a un titre intérimaire. Là. Je sais que t'aimes les titres. On aime régulier, mais je comprends, il est champion. Là. Et quand même, exact. Puis, je te mets un peu on the spot. Tantôt, moi, il va nommer l'adversaire. Non, mais mais... Moi, là, c'est comme, tu sais, dans ta famille, t'aimes autant ton gars que ta fille. Il n'y a pas de différence. Surtout quand ton gars est dans le studio. En plus. Mais toi, tantôt, tu t'es mouillé à 168, à 175. Albert Ramirez ou Iman Kataev? Il faut que je réponde. C'est une question. Mais mon préféré, pour vrai, là, je te dirais celui que je pense qu'il va aller le plus loin. Celui-là, j'ai de la misère. Je trouve que c'est plus dur à départager. J'irais peut-être avec Kataev, mais celui-là, je suis beaucoup moins sûr. Là. Mais je vais dire une chose. Il y en a un autre. Okay? Puis là, je vais vous nommer l'autre. Vas-y. Moi, celui que je trouve spectaculaire, là, parce qu'on ne l'attendait pas. Puis là, à chaque fois, tu sais, je le vois, tu sais, Jordan Mathieu, le matchmaker, je le vois, là, qu'est-ce qu'il fait? Genre, tu sais, il prend des gars qui ont fait la limite avec tout le monde. Exact. Puis là, il dit, je vais les amener à Mehmet parce qu'il faudrait que Mehmet, il fasse des rondes. Puis Mehmet, il les étend, là, genre un en arrière de l'autre. Il a l'air d'un déménageur d'électroménager, mais qui peut faire ça tout seul. Ouais. Je disais que je sais pas si, pour mettre un peu en contexte, il y a un boxeur anglais qui s'appelle Anthony Yardy, qui est vraiment un bon cogneur. Puis à son dernier combat, Mehmet a affronté un adversaire d'Anthony Yardy. Anthony Yardy avait fait la limite contre ce gars-là. Puis Mehmet s'en est débarrassé au premier round. Non, ça n'a plus de sens. C'est ça l'espèce de petite analogie. Ça n'a plus de sens. Il s'en est pas juste débarrassé. Il l'a frappé à la tête puis il a cassé une jambe. C'est comme l'onde de choc était si grande que... Mais tant qu'à ça, là, on peut presque même ajouter un... Ben là, on sait plus 168, 175, mais il y a un Wilkins Mathieu aussi qui va venir... Ouais, mais tu vois, moi, ça, c'est dans mon vieux livre, là, Comment monter une carrière de boxe, que je suis en train de préparer, là, ça va sortir. J'ai établi que la maturité physique des boxeurs était à 23-24 ans quand ils commencent à 18. Fait que là, je sais là, que Wilkins, j'ai vu le texte de Sam ce matin, puis on a vu Sam, il a pas nommé des noms, il a nommé des noms quand même sans dire qu'on est sur le frein, ils font les choses tranquillement. Non, mais moi, en fait, ce que je disais, c'est que
Non, mais moi, un très beau talent. Puis si on veut en faire un genre de Lucian Boutet en termes de spectacle où il va attirer des foules, il faut le monter intelligemment. Là, il a fait une belle performance contre Shaquille Finn, puis on le lance tout de suite dans les grands combats, on va peut-être le brûler. Mais je me disais, si on va chercher un autre gars un peu dans le style de Rosado, un gars qui va nous donner des rondes, qui va être tough, qui va faire une guerre, qui va l'amener dans les deep water. Après ça, on lui donne un cogneur parce qu'il n'a jamais vraiment fait face à un gros cogneur. Il faut qu'il apprenne à dealer avec la puissance. Puis après ça, un gars qui lui ressemble, un gars qui est slick, un gars qui est capable de bouger. On veut des noms, là. Pas juste. mais dans mon texte sur Punching Grace, c'est tout est mais là, moi, je peux le faire. Là. Moi, je vais te dire ce que j'aimerais. Là. Puis là, on passe à Wilkins. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Wilkins, moi, je serais. C'est parce que là, je vais le dire, il est pas fiable. Mais si Bazinian était fiable, ce serait le fun. Puis si j'aimerais ça, moi, si on était dans la. C'est pas qu'il est pas fiable, il a été okay. blessé. Oui, mais moi, je dis que moi, je l'ai. Pour le commun des mortels, il est pas fiable à cause des événements. Mais si j'avais à écrire le scénario, puis que si les gens achetaient encore des billets là, en quantité industrielle, c'est certain que si j'étais Butler, Mathieu, à Québec, au Centre Vidéotron, en fin 2026 comme en décembre, ça pourrait être incroyable. Oui, ça serait effectivement incroyable. Mais ils ont une bonne relation. Les gars, les deux se connaissent depuis tellement longtemps. Ils ont été dans le gym ensemble. Non, je le sais. Mais tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Puis là, moi, je vais faire appel à tout ton contact, comme ton réseau de contacts. Tu as dit acheter des billets en quantité industrielle. Moi, là, je comprends pas pourquoi les compagnies achètent pas plus de billets de saison ou des billets pour la boxe pour leurs employés. Puis c'est une des plus belles activités que tu peux pas faire. T'es proche, tu s'en vas au casino, là. C'est sûr que tu vas rencontrer des boxeurs, tu vas pouvoir te faire prendre en photo. T'sais. Au pire, tu prends des photos qu'Antonin. L'autre fois, je sors des toilettes. Je sors des toilettes. Là, moi et Antonin, on venait de se laver les mains ensemble. Et les gens arrêtaient pour prendre des photos avec Antonin. Mais c'est vrai, les Canadiens, les billets de saison, tout ça, combien de grosses compagnies ont des loges? Puis pourtant, t'es loin. Souvent, puis t'as aucun accès aux athlètes. Non, ils te parleront jamais. Les joueurs de hockey ne viendront pas s'asseoir avec toi puis te parler. Puis c'est vraiment quelque chose de particulier au monde de la boxe. Puis Régent Tremblay en parlait, là, ça souvent. Le monde de la boxe, présentement, ça y rappelle les Canadiens des années 70. Ils sont accessibles. Exact. Puis non seulement ils sont accessibles, c'est que t'amènes du monde de ta job, là, pour voir de la boxe. Ben là, il y a le combat. Là, tu peux leur expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, mais tu parles pas trop parce que tu regardes le combat. Puis entre les combats, il y a tout le temps un petit temps mort ou un petit moment où là, tu peux discuter. Si tu es au casino, tu peux manger. En tout cas, tu m'as dit ça. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, je comprends pas que les entreprises en 2026 n'investissent pas plus. C'est parce qu'ils ne savent juste pas. C'est bon que tu en parles parce que c'est pas un sport aussi connu que le hockey. Fait que les gens, peut-être les propriétaires d'entreprise, le sont pas au courant. Appelez Antonin à acheter des billets. Exact. Mais là, j'avais d'autres bons moments boxe québécoise. Ouais, vas-y. Mais non, continue. Vas-y. J'en ai d'autres. J'ai adoré voir Arslanbek Makhmoudov aller battre Dave Allen, puis faire une performance où il a boxé. Ouais, et là, j'allais dire première fois, je sais pas si c'est la première fois, mais ça faisait longtemps qu'il nous avait pas sorti une performance comme ça. Mais là, j'ai une autre prédiction, Antonin, accroche-toi. Celle-là, ça va être une vraie. Là. J'ai vu Tyson Fury qui a dit dans un article ça me dérange pas d'affronter Fraser Clark, mais plus tard cette année. Puis je sais Wardley. Ouais, c'est ça, Fabio Wardley. Puis là, il dit je sais pas si qu'est-ce qui va arriver avec Anthony Joshua, est-ce qu'il est à la retraite ou pas. Il dit je le laisse vivre ce qu'il a à vivre. Mais là, j'ai lu tous les articles puis tout là, puis le nom qui revient tout le temps en première position là, puis c'est Arslanbek Makhmoudov. Puis là, je trouve qu'Arslanbek Makhmoudov, maintenant qu'il a sa victoire, tu sais, pour le marketing, il est comme parfait, là. Tu sais, le grand écoute, russe, moi, si Tyson Fury nous appelle, je vais être le premier content, là. Mais j'ai l'impression que vous êtes les favoris. Pour que c'est le favori, genre, pour aller affronter. On serait le combat de retour. Regarde, je dis pas que ça va être facile ou qu'il va être favori, là, mais... Tyson Fury, c'est quand même tout un boxeur. C'est comme combat de retour. Même si, en ce moment, il est complètement out of shape. Contre Ngannou, c'était quand même assez pathétique comme combat. Exact, mais il l'a pas pris au sérieux du tout. Non, je sais, mais il a pas vraiment montré qu'il était plus sérieux. Mais même c'est ça, même avec Usyk, je trouvais pas qu'il était capable d'appuyer puis de mettre une deuxième vitesse. C'est comme si
Le premier combat, c'était quand même bien, mais le deuxième, ça. Ouais. Ben, moi, je pense. Mais il s'est fait faire mal au premier combat. Ouais. Il s'est fait faire mal, il est tombé dans les câbles, il a fallu être arrêté. Exact. Si Stéphane Ouellet s'est fait arrêter, il aurait dû se faire arrêter lui aussi. Fait que là, j'ai Makhmoudov, Fury en tête de liste. Là. C'est le favori. Il reste à voir si Antonin va être capable de négocier tout ça. Je te mets bien de la pression aujourd'hui. C'est Antonin qui va négocier ça avec Tyson Fury. Dans une autre chose que j'ai comme compris en 2025, j'ai compris des choses. Moi, t'as pris de la maturité. Moi, non, mais je me sers des années pour répondre à mes questions. T'sais. Puis là, je savais qu'il était bon, mais là, je pense que, tu sais, Ozzy Ecclesiastes, j'ai parlé d'unifier tantôt. Là, je parle de, mettons, je sais pas s'il va unifier, mais vous allez faire de l'argent. Tu vas faire beaucoup d'argent avec. Toi, t'es juste entraîneur. T'es pas là pour faire de l'argent. Mais John Robio est pour vrai. Ça, c'est une de mes réponses de 2025. C'est pas... Tu l'as vu dans son dernier combat. Là, même que ça, c'est une affaire que je vais vous faire rire, mais j'ai l'impression que le secret pour créer des superstars puis des boxeurs qui peuvent tout gagner, c'est d'y prendre, d'aller les chercher dans leur pays, là, des dépaysés au Québec. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire juste des amis au gymnase, fait qu'ils sont super sérieux, pas de famille, pas de dérangement. Puis là, as-tu vu la progression de ce gars-là? Fait que... Orobio, pour essayer de venir complémenter ce que tu viens d'apporter, aller chercher des gars dans un pays extérieur, ça peut être une super bonne option s'ils sont bons. Les amener ici, c'est de loin le meilleur move. On peut comme contrôler leur entraînement, les encadrer comme il faut au niveau de la nutrition. Puis, je vais lancer des fleurs à Sam. Là. L'équipe de coach qu'on a en place, là, les gars sont vraiment solides. Là. On voit les équipes de l'extérieur qui viennent. Puis des fois, c'est nos athlètes. Là. Puis quand c'est pas notre équipe ici à Montréal, je trouve qu'il manque quelque chose. Ils sont pas sérieux. Mettons, un gars comme Imam Kataev, là, il est incroyable, mais il serait meilleur s'il était entraîné ici au Québec. Par contre, ce que tu dis de le déraciner de sa famille puis de se faire des amis au gym qui est super sérieux, ça peut être très dur. Par exemple, John, ça paraît pas parce qu'il performe, mais il a le mal du pays. C'est lui vivre dans la neige. Oui, mais vous l'avez mis avec... Oui, je sais, mais vous l'avez mis avec Fandero, fait que là... Ouais, non, mais ça, c'était... Puis Moreno, le gars sympathique. Non, mais ça l'a aidé, je pense. Ça l'a aidé beaucoup, ouais, mais ça, on est chanceux, là. C'est un peu comme... c'est le match parfait. Sidney Crosby qui habitait chez Mario Lemieux pendant un bout de temps. Fandero, même s'il est encore très jeune, il a une maturité. C'est un gars brillant, il est ultra mature. C'est le style de gars que, après sa carrière de boxe, t'es pas inquiet de ce qui va se passer. Non. Déjà, il a ouvert un gym. Il est vraiment... tu le sais que ce gars-là va faire quelque chose de bien en vie, peu importe, mais il va être champion du monde, puis tout va bien aller. Ouais. En plus de ça, il est particulier. Tu parlais d'aller chercher des gens dans différents pays. Tu as parlé de John Orobio, la Colombie. Il y a un gars que... Puis là, on va passer un message parce que moi, j'ai écouté ton podcast. C'est un message à passer. Ben toi, tu voulais passer un message. Tu voulais que Eye of the Tiger signe un autre Colombien, si je me trompe pas. Ben oui, comment il s'appelait, donc? Celui... le jeune de 21 ans. Celui qui s'est battu contre Derek? Non. Non, celui dans l'autre catégorie. Ouais. Là, il a battu un gars de l'Europe de l'Est qui avait... il était un bon Colombien. On t'enverra son profil. 160? Mais on va t'envoyer. Il y a le jeune de 21 ans qui a gagné. Non, c'était pas 160. Non, c'est pas 160. Il a gagné les séries mondiales. Là. Ben là, je n'ai plus son nom. Okay. Mais on va te l'envoyer. Tu auras juste à le signer. Je l'ai sur le bout de la langue, mais Laurent, c'était dans son podcast, dans sa revue de l'année. C'était sur une de mes feuilles. Absolument signé ça. Oui, j'ai une question pour savoir où ça va. On va peut-être t'envoyer après, t'enligner par la suite. Là. Quand tu prends un athlète, un boxeur, puis là, je te pose la question comme fan, là, pas comme chroniqueur ou comme journaliste, là, mais c'est quoi que tu regardes et qui est le plus impressionnant? C'est quoi qui est important pour toi en tant que fan, quand tu vois un athlète professionnel, un boxeur professionnel? Pour le recruter, là? Quand tu regardes un combat de boxe, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait revenir? Là? Tu vois un gars, t'es comme, lui, ça, c'est mon boxeur préféré. Pourquoi? Ben, je te dirais... La force de frappe, c'est toujours le fun, là, qui est capable de se faire respecter. Oui. Ça c'est très le fun. Mais le style, c'est certain. Je veux dire, il y a des un boxeur, les fameux combats où tu n'as pas besoin de voir l'arbitre, que ça accroche pas. Même il y a des combats où
Il disait tout le temps ça. Quand tu vois pas l'arbitre, c'est un bon arbitre, c'est un bon combat. Je dirais beaucoup ça, tu sais, un boxeur qui va pas raccrocher, qui cherche pas de raccourci, tu sais, il va juste boxer. La force de frappe, c'est intéressant. Côté flamboyant aussi, là, veut pas la vitesse des mains. Tu sais, un boxeur qui est ultra rapide, c'est intéressant. Puis un boxeur qui, vous allez trouver ça étrange, mais qui est conscient qu'il y a un spectacle à donner. Ouais. Tu sais, il y a des boxeurs On trouve pas ça étrange, on le sait. Non, mais il y a des boxeurs qui vont être dominants, mais qui vont quand même se mettre en... Là, je vais te donner un exemple. Mathieu Germain. Mathieu Germain, là, c'est un styliste. Tu sais, c'est un gars quand même... un styliste, un gars qui a un bon cerveau de boxe, mais qui se mettait en danger comme des fois. Tu sais, il allait à l'intérieur, il allait se battre dans certains rounds. Tu sais, il aimait quand même la bagarre alors qu'il n'en avait pas toujours besoin. Ça lui servait bien pour devenir très populaire. Tu sais, le monde l'aimait, le monde achetait des billets, puis on allait toujours dire que Mathieu G-Time, c'était un styliste, c'était comme un gars qui était comme un scientifique, mais jamais tu allais trouver qu'elle est impliquée dans un combat plate. C'est vrai. Fait que je te dirais ça, genre quelqu'un qui est jamais impliqué dans un combat plate, mais qui peut autant mélanger le style puis le combat dans le même round. Dans le fond, c'est Mathieu Germain que je cherchais. Non, mais je m'enlignais pour ça parce que tu me disais que, t'as dit que t'aimes ça que quand la personne n'oublie pas qu'il y a un spectacle, t'aimes les gars flamboyants. Ça a l'air que t'as une autre grosse passion. Pas juste. C'est quoi mon autre passion? C'est ce que Sam m'a mentionné. Mais que tu vas souvent à la lutte. Que oui, j'aime ça, la lutte. Et tout. Mais ça, c'est mon côté que j'aime les histoires. Genre. Tu vois, là, content parce que on s'ostinait un peu, Sam puis moi. Non, à la lutte, il y a des bonnes histoires. Moi, je me demandais si t'aimais ça à cause des histoires ou à cause que c'était des gars en speedo. Non, c'est vraiment les histoires. C'est drôle. C'est compté à la lutte, mais le bon puis le méchant est bien établi. À la boxe, des fois, le scénario est important, puis ça crée un engouement, puis là, les gens, ils veulent regarder ça. Maintenant, où on avait une discussion hier, Antonin et moi, moi, je dis, tu sais, Laurent, il aime ça, les sports de combat comme la lutte puis la boxe. Puis Antonin, la lutte, c'est pas un sport de combat. C'est quoi d'abord? Il dit, c'est un spectacle. Il dit, non, là, les gars sont athlétiques, sont capables. Le gars, là, s'il décide de faire la prise pour de vrai, là, puis que l'autre ne s'est pas tombé, là, le combat, c'est fini, là, tu sais. Non, mais attends, moi, ce que je disais, c'est des super athlètes, c'est des gars qui sont très forts, ça, je leur enlève rien. Ça, il l'a dit à la toute fin, après 45 minutes de débat, là. Chez les lutteurs. C'est pas des combattants. Tu peux dire non, mais c'est des athlètes. Là. Ils savent comment 100%. Tomber, ils savent comment chorégraphier les choses. Jean Ferré, s'il décidait qu'il perdait pas, est-ce qu'il perdait? Ça dépend contre qui, là, mais... Jean Ferré, c'est lui qui décidait l'issue du combat, là. Ouais, il pouvait, mais tu sais, ce que j'aime de la lutte, c'est plus comme les histoires autour, puis c'est vraiment de... Tu sais, quand tu mets ton cerveau à off, là. À la lutte, c'est la seule place où tu peux crier à quelqu'un de 6 pieds 7, 280 livres à un pouce du nez... tu sais, je vais te tuer, puis t'arriveras rien, là. Les fans aussi peuvent créer ça? Ouais, t'arriveras absolument rien, là. C'est pas dangereux, là. Puis l'autre affaire qu'on se demandait... pas dangereux, t'en parleras au fils de... Rampage. De Quincy, Jeff. Oui, c'est vrai. Lui, c'est ça, lui, il a pas suivi le script. Ouais. Pour les gens qui ne savent pas, il y a un combattant ultime très connu, Quentin Rampage. Son fils s'est passé dans les médias récemment. Il y a eu une altercation dans un combat de lutte, puis ça l'a vraiment mal. Il a pratiquement tué son adversaire. Le nombre de coups de poing qu'il a lancé, c'était triste à voir. Mais je crois qu'à ce moment-là, il y avait un épisode de santé mentale là, à ce moment-là. Il a failli le tuer. Exact. Ouais. C'est ce qui a été relaté dans les médias. Il nous reste combien de temps, là? Parce que j'ai d'autres anecdotes. Ouais, c'est presque fini, mais moi, avant... J'ai d'autres histoires. Mais OK. Il n'y a pas de fin, dans le fond, là. Non, mais j'en ai une petite dernière prédiction. On continue. Mais je pense que, de toute façon, Jacob, notre régisseur, il est payé à l'heure. Mais je pense que ça va couper, Sam, il donnera un peu un petit montant. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver. OK. Aussi, ça, je pense, c'est certain. Là. Puis c'est Sébastien Gauthier, vous connaissez. Ah oui? J'étais en train d'écouter votre gars-là l'autre fois à radio. OK. Oui. Puis il a dit, il a comme vu quelque chose, puis je trouvais ça intelligent. Là. Simon Kane,
qui est devenu le méchant l'autre fois à Shawinigan, là, qui a fait même des doigts d'honneur à la foule. Ce qui est surprenant quand même, parce que il boxait contre un gars de là-bas. Il boxait contre un Florian Rimbaud. Il était populaire. Mais juste dans ma tête, moi... mais il y a vraiment une différence. Juste dans ma tête, Shawinigan, Trois-Rivières, c'est à peu près la même chose. Mais tu sais, amateur contre pro, il y avait comme 60 livres entre les deux. Les gens voulaient se rallier aux jeunes, puis c'était beau, tu sais. Mais là, Simon, il fait des doigts d'honneur à la foule. Mais là, Simon, justement, il aime bien ça, la lutte, lui. Puis il aime ça aller aux États-Unis. Il se tient avec Jeff Fillion, qui n'est pas le gars le plus populaire au Québec. Fait que là, je me suis dit, Simon... investi par les histoires de la lutte, puis c'est ça que Sébastien Gauthier comptait. Il a décidé de vraiment s'établir comme le méchant. Makhmoudov sera le bon. Ça va finir par arriver à quelque part dans l'année à Shawinigan. Puis il va avoir ça va être quelque chose. Il y a une grosse année, Makhmoudov. Il va devoir aller battre Tyson Fury. Fury au mois de mai, puis là, j'ai calculé ça. Combat de retour pour les ceintures contre Simon King. Ah non, il n'y a pas de ceinture. Faudrait juste pas qu'il gagne, parce que s'il bat Fury, ça va déranger un peu mon projet. Ça va être plus dur de l'amener contre Kane en septembre. Je pense pas qu'il va avoir envie d'affronter Simon King. Non, mais ça, si tout va bien, là, c'est ça, grosse année pour Makhmoudov. Si tout va bien, si tout va mal, dans le fond. Ben non, parce qu'il ferait... Non, il perdrait comme, mettons, 114-113, un vol des juges contre Fury. Puis là, on l'amène contre... Non, mais je serais pas surpris que ça finisse par aboutir. Je sais pas de quel chemin. Là, c'est pas... Je te mentirais de dire que j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Fait que possiblement. Il faut vraiment voir. Là, je sais que Camille n'était pas super chaud à l'idée que Simon fasse un retour. Je pense que dans sa tête, c'était un dossier clos pour sa santé et tout ça. Mais en même temps, Simon... C'est un grand garçon. Si lui veut vraiment boxer et il veut absolument revenir dans le ring, pourquoi pas? Je pense pas que ce serait le combat de retour numéro 1 pour Simon. Là, je pense qu'il y aurait besoin d'au moins un ou deux combats avant ça. Mais écoute, Laurent, il l'a dit. Makhmoudov s'en va se battre contre Fury. Simon fait un combat retour. Les deux se rencontrent à Shawinigan. Ouais, mais ça, c'est penser qu'on va perdre contre Fury. Là. Mais s'il gagne, pourquoi pas? Ben là, s'il gagne, je pense que le téléphone va sonner. Oui, s'il gagne. Ben, ça fera tout un... s'il gagne, ça va être... Shawinigan va donner les clés de la ville. Voilà. Et voilà. Puis, on voulait des gros combats à Shawinigan. T'as raison. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Il y a d'autres choses que j'aime aussi. Je voulais dire, Antonin. J'adore la tangente, puis c'est peut-être que c'est pas de la faute Eye of the Tiger, puis qu'ils font ça malgré eux. Mais là, ils ont tellement de boxeurs classés, puis rendus à 10 rondes. Puis dans une carte de boxe classique, ça prend des 4 rondes, des 6 rondes. Fait que ça vous oblige à donner des combats à des indépendants. Puis là, moi, j'ai adoré ça. Victor Tremblay, là, il a fait tout un show l'autre fois. Puis quelle performance. Puis là, j'ai vu que... Attends, il a vraiment bien fait ça. Puis moi, honnêtement, j'ai poussé pour que ça sur la carte, puis on va le revoir. Mais tu sais... Non, mais il a vendu beaucoup de billets la semaine d'avant. Attends, mais... oui, absolument. C'est pour ça que je parle globalement. Je parle... Sa performance, c'était un très... Il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'en est débarrassé rapidement. Mais avant de dire que c'était une grande performance, son adversaire était quand même... Mais non, mais moi, je voyais la... Il l'a fait de manière flamboyante. Je voyais la semaine au complet. Il est bon au micro, je le trouve bon. Puis c'est qui l'autre, le gars de Trois-Rivières aussi, qui avait donné un bon combat contre Dylan Pépin? Puis là, je trouve que là, vous ne pourrez pas tout signer tout le monde. Mais... de permettre à des jeunes de boxer comme ça. Comme là, c'est le prochain. J'ai vu Kevin Beauséjour, moi, c'est un de mes favoris. Ouais. J'avais pensé peut-être même le signer en cachette avec mes REER. Puis là, avoir mon petit projet parce que je l'adore. Mais toi, t'en as beaucoup de REER, hein, parce que le nombre de fois que je travaille depuis mes 16 ans. Moi, le REER, il est plein. Là. Tu sais, vous autres, vous achetez des Rolex. Moi, j'achète des REER. Mais tu vois, tu parlais là, justement... Pépin contre Perron, là, ça, tu fais un rematch de ça, là, ça avait donné ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va donner la chance à plein de boxeurs québécois de boxer sur nos shows. Comme tu l'as mentionné, c'est pas faux. On a des gars tellement classés qui sont tous dans des 10 dans des 12 ans. On va faire 7-10 rondes au casino, puis on se couche à 2h30 du matin. Et c'est pas le fun pour les fans non plus. Fait que c'est important d'avoir des combats plus courts en début de carte. On s'était dit qu'on allait donner la chance à des boxeurs indépendants, des boxeurs québécois de faire leurs preuves. Puis s'il y en a un qui se démarque, on va certainement le signer. Fait que tu sais, je pense que jusqu'à date,
tu sais, Victor il a bien fait ça. Je pense que son adversaire il a pas nécessairement donné, tu sais, l'opposition. L'opposition, c'est difficile de vraiment justifier à quel point il est bon. Mais il a essayé de le soigner. Il est parti avec des grosses garnottes. Exact. J'étais pas tellement impressionné par son adversaire, mais sa performance était A1. T'as raison. Il a démontré des belles mains, il a placé des beaux coups, il a démontré comme. Justement, la variété. Mais c'est toujours important qu'on. 100%. Tu parais bien dépendamment du gars en avant de toi. Là, tu sais quoi, Antonin, il dit tout ça parce que le prochain combat, il veut pas payer cher, Victor Tremblay. Mais j'ai aimé aussi dans ce qui a changé en 2025, mais peut-être pas changé, je dis pas que c'était pas comme ça avant, mais la sensibilité au retour des combats locaux. Puis même à travers j'aime ceux qui sont à travers le Canada, comme je vais vous donner un scoop à la maison, restez scotchés devant vos télévisions à Thomas Chabot contre Dominique Babineau, parce que Babineau, c'est un gros cogneur, même s'il a arrêté de boxer depuis comme 3 ans. Ce gars-là, c'est sûr qu'il frappe encore fort, là, puis que ça va être... Chabot, il revient d'une défaite, puis ça va sur Babineau. Il y a du gars de Santa Monica ça va être embarquer dans un gros combat comme ça. Ça va être très bon comme combat, puis juste de penser à organiser ce genre de combat-là, moi, ça me fait plaisir, puis même d'aller chercher des adversaires au Canada, là, les combats locaux, tout ça en ayant 17 boxeurs classés, c'est comme le meilleur des deux mondes. Tu sais, t'as l'élite, t'as les combats locaux, c'est merveilleux. Je suis content que tu vois ça comme ça. Si je te laissais aller, on pourrait parler toute la journée parce que on est des passionnés de boxe puis c'est le fun. Maintenant, on va tester un peu tes connaissances de boxe. Alors là... Tu vas être surpris parce que honnêtement, il faut donner quelque chose de... Tu sais, il faut rendre à César ce qu'il mérite, là. Laurent, il connaît vraiment ça. Ouais, mais des fois, les quiz... Non, mais Laurent, j'en ai fait un que tu vas aimer parce qu'il va te faire bien paraître. Puis ça va éduquer les gens aussi à la maison. OK, c'est bon. C'est bon? Alors, qui est le meilleur podcasteur... Non, ça c'est le renommé. En 1995, il y a eu, lors d'un tournage télé, un accident d'hélicoptère et il y a un boxeur français qui est décédé. Hein? Est-ce que tu te souviens de qui est ce boxeur français? Mais j'espère que je n'ai pas nommé son frère, mais c'est Alexis Vastine. Exactement. Mais c'était triste, ça. Hein? C'était comme un Survivor, je pense. Puis l'avion montait, puis... Vastine, c'est un médaillé olympique, right? Lui, il a perdu 2 fois en demi-finale. Il y avait donc une fois contre Félix Diaz, qui est devenu éventuellement médaillé d'or, le premier médaillé d'or République. Pour 95, c'est qui est mort? Ouais. Son frère? Ah? Je comprends pas comment il a pu boxer. Félix Diaz, c'était en 2008. Là, c'est Sam qui échoue. Félix Diaz, c'était en 2008. OK, attends, mais peut-être que ma date n'est pas bonne, par exemple. Mais c'était lors d'un tournage. Je sais que son père, a comme écrit un livre sur toute cette histoire-là. Je m'étais toujours promis de le lire un jour. C'est vrai, son père a fait ça. Puis son père a été très présent dans les médias par la suite pour ça. Puis son frère boxait aussi. Oui, Cédric. Laurent, le film Raging Bull porte sur la vie de quel boxeur? Jake LaMotta. Le fameux Jake LaMotta. Est-ce que tu te souviens de l'adversaire contre qui il s'est battu à plusieurs reprises? Sugar Ray Robinson. Il a perdu, je pense, 5 fois. Puis à cause que c'était Sugar Ray Robinson, une de ses phrases classiques, c'est « Je me suis tellement fait frapper par Sugar, je vais finir diabétique. » Puis ça, c'était... Jake LaMotta, il est décédé à quel âge? Comme 94. Il était vieux, il est encore droit comme récemment. Puis tu sais, le nombre de combats que ce gars-là a fait, puis il est encore tellement sharp à 94 ans, c'est surprenant. Puis il s'est pas fait arrêter souvent, puis c'était... C'est pire. Il allait à la guerre. Exact. C'est fait frapper. Tu voyais justement là, contre Sugar Ray que des fois, là, les gens qui décrivaient le combat, ils disaient qu'il y avait du sang qui revolait jusque dans les estrades. Oui, exactement. Laurent, question maintenant par rapport au règlement de boxe. Si un boxeur est projeté à l'extérieur du ring, combien de temps dispose-t-il pour remonter dans le ring et qu'est-ce qui pourrait mener à une disqualification? Alors, il dispose de 20 secondes et personne n'a le droit d'y toucher.
Comme souvent, tu vas entendre quelqu'un parce que t'as le goût de l'attraper quand il tombe ou de l'empêcher de tomber. Puis là, souvent, tu vas entendre « Touche pas! » Puis, mais c'est comme ça qu'Hopkins a pris sa retraite. Hein. Contre Smith, il était passé entre les câbles, tombé en bas. Mais ça, c'était suite à un coup. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si tu tombes parce que tu glisses? Est-ce que ton coin a le droit de te rattraper? En fait, quand ils viennent dans le vestiaire puis ils expliquent cette règle-là, ils disent t'es pas supposé d'aider le boxeur à remonter dans le ring. Mais si tu vois qu'il est en train de tomber, tu as le droit de ralentir la chute et de l'empêcher de se blesser. Comment ça se fait que je me rappelle pas de cette... Empêcher de tomber sur la tête. Exact. C'était qui le poids lourd qui avait... C'était Oleg Maskaev, je pense, qui en avait swingé un en dehors du ring aussi. Ben, il y en a quelques-uns, là. Il y avait... Tomber sur la table. Il y avait... c'est quoi son nom? Bam contre Skyler. En tout cas, il y a plusieurs... Mais là, à date, je suis parfait dans le quiz. Là, c'est pas juste dans le quiz, Laurent. T'es parfait. Merci. OK. Ouais. Quel boxeur poids lourd détient le record pour le plus grand nombre de défenses consécutives du titre mondial? Ça doit être Rocky Marciano. C'est Larry toujours... Holmes, moi, j'aurais dit. C'est pas... Joe Louis. Joe Louis. 22, hein? 20, ouais. 20. Les Klitschko sont assez loin aussi. Ouais. Klitschko. Donc là, c'est Sam qui mène le quiz avec 4 pas Sam, c'est Antonin avec 4 bonnes réponses. Non, je l'ai pas eu, j'ai dit Larry Holmes. Ah oui, c'est vrai. OK. Quel est le plus vieil organisme de sanction encore à ce jour? Le premier organisme de sanction. Ça doit être la WBA. C'est pas ça? WBA? Puis après, il y avait... Dernière réponse? Final answer? Sinon, ça doit être... C'est la WBA. Ouais. Bravo, Laurent. Je te faisais hésiter. Je voulais voir si tu allais changer. Craquer sous la pression. Non, j'ai pas craqué. Je me rappelais comme le combat là, de Sugar Léonard contre Donnie Lalonde là, quand il avait créé 168 livres. OK. En boxe, lors des Jeux olympiques... C'est bien avant ça, là. Oui, mais ça avait eux autres, il y a une des associations qui avait comme attendu 8 ans avant de suivre, là, comme les 225 que personne n'a suivi. Ouais, comme les Bridgerweight. Non, je veux dire, parce que là, tu disais que Donnie Lalonde contre Sugar Leonard, c'était le premier combat de la WBA, c'est ça que tu dis? Non. Je pense qu'il avait créé comme... Les 168. Ouais. OK, je comprends. Lors des Jeux olympiques de Rio. En 2016, il y a eu ce qu'on appelle le couple en or. Peux-tu me nommer ces deux boxeurs et d'où ils viennent? C'est deux Français, c'est Estelle Mosley et Tony Yoka. Et il y a beaucoup de gens qui disaient que Joseph Joyce était condamné à la défaite, même s'il faisait un combat incroyable, sous prétexte qu'on voulait trop que le couple en or arrive. Effectivement, ça allait circuler un peu pendant un bout de temps. Ils sont plus ensemble, par contre, hein? Non, ils sont plus ensemble. Là, Estelle parlait même peut-être de prendre sa retraite éventuellement. Tony, lui, essaie de faire un retour. Mais là, Estelle, elle se bat pas bientôt. Je sais pas si elle va se rebattre. J'ai pas vu ça dernièrement. Mais, elle affrontait pas... elle affronte pas Camara, genre? Ça se peut. Ouais. Ça se peut, me semble. En aspirant numéro 1 de Oui, c'est vrai, ça l'a été ordonné. Voilà. T'as raison. Une chance, je suis là. Ouais, sinon, moi, je l'aurais mis à la retraite. Lui, il envoie des boxeurs actifs à la retraite. Lui, il pensait que c'était une Américaine. Ouais. OK. Contre quel boxeur Lucian Boutet est-il devenu champion du monde? Je me rappelle bien. Alessandro Berrio. Puis si tu te rappelles, là, la tête, il part par en arrière, par rien. C'est terrible. Ben, Berrio, pour la petite... Puissant cogneur colombien. Non, mais pour l'anecdote, vous irez voir. Genre, je pense qu'il a boxé l'année passée chez les poids lourds. Es-tu sérieux? Il n'a pas arrêté. Mais il y a deux histoires comme ça. Berrio, qui a comme fait une tonne de combats. Est-ce que tu te rappelles? Toi, tu t'en rappelles parce que c'est ton meilleur ami. Jean-Pascal était supposé affronter Ruben, Monsieur Hollywood William. Au Stade Jarry. Mais lui, c'est vrai, lui a boxé chez les heavyweight. Oui, je pense qu'il est sur 30 défaites. Oui, mais je pense qu'il a fait 30 défaites de suite après. Il y en a beaucoup par knock-out. Même récemment, oui. Et il était bon. Là, il était 23-1, puis il était classé. Puis je pense qu'il y avait eu un accident entre l'aéroport et le Stade Jarry. Il est arrivé quelque chose, le combat n'a pas eu lieu. On continue? Ah oui.
Juste pour les fans, c'était le 19 octobre 2007 que c'est arrivé. Maintenant. C'est fou, pareil, hein? Ça fait pratiquement 20 ans. On vieillit, là. Tu sais, on parle de ça comme si c'était un combat il n'y a pas si longtemps, là, mais c'est pratiquement 20 ans. On remonte encore, on reste un petit peu plus dans la boxe canadienne-québécoise. Qui fut le premier boxeur à avoir fait la limite contre David Lemieux? À l'époque, David Lemieux était 20-0, 20 victoires par knockout. Ben moi, je le sais, là, mais... T'entends, sais-tu? Ouais, Jason Nugler. Oui, le Canadien, mais Jason Nugler. Je pense que t'avais dit Québécois. Non, il a dit où Canadien? Okay. C'était le 6 février 2010. Nugler était sorti de là, la face enflée. Là. À l'époque, là, je travaillais de soir, OK? Je sais pas, j'ai le goût de parler de David Lemieux. Je travaillais de soir, puis j'écoutais les gars-là à radio, genre, en travaillant. Parce que c'était quel poste dans ce temps-là? Je pense que c'était CKC. Puis on n'avait pas le droit de manquer le travail à l'époque. Puis je me rappelle quand... C'était-tu Hector Macho Camacho Junior? Ah ouais. Ça a duré 30 secondes. Oui, mais ça, là, je regardais. C'était à 10 secondes de la fin du premier round. Mais deux fois, il avait fait ça. Il avait fait ça aussi contre un boxeur. Oui, qui avait fait la limite avec Arthur Abraham. Tu sais, c'était une autre époque où le Jordan Mathieu de l'époque essayait de faire des rondes à Lemieux. Puis là, il amène Elvin Ayala qui vient de faire 10 rondes avec Abraham. L'autre, Lemieux, il te le passe. Là, après ça, Hector Camacho Junior. Camacho, après il devait faire des rondes. Après le combat, perdu, ils lui ont dit OK, le combat est terminé, tu t'es fait arrêter, tout ça. Les docteurs lui disent il dit ben non, je me suis pas fait arrêter. Il dit oh, oui, le combat est fini. Il dit ben non. Il dit c'est pas commencé encore. Là. Puis là, il dit oh non, regarde sur l'écran. Là, il regarde sur l'écran, puis il voit qu'il se fait knocker, puis comme ah non. Oh mon Dieu. Mais ça, c'est pour te dire à quel point. Camacho qui a affronté son père. Ils ont fait un combat d'exhibition. Il avait 31 puis 49 ans. Ah, wow. Ça, ben, on pourrait faire un autre combat père-fils aussi. Avec les Mosley, Shane Mosley? Je sais pas. Comme le fils Antonin contre Antonin. En exhibition. En exhibition. On reprend ici. Quel est le combat le plus important à avoir eu lieu en sol canadien? Ben ça c'est facile. Ben ça dépend ben moi, je vais dire... Sur quoi tu te bases là-dessus pour dire ça? Dis-moi qu'est-ce que tu penses que c'est. Laurent, lui, il sait. Moi, je vais dire celui que je pense. Ben, il va sûrement dire Callum Smith contre Arthur Beterbiev. Non. Moi, je vais dire Sugar-Ray Léonard. Contre Roberto Duran. Okay. Mais là, je pensais à une courte époque. Là, je pensais Jean-Pascal contre Chad Dawson, contre Bernard Hopkins. Jean-Pascal Lucian Boutet, ça aurait été plus gros encore parce que ça a été ce qui a fait Salcombe. Ouais, non, mais ça dépend de ce que tu veux dire par plus gros. Mais le plus gros combat en importance, même là. C'est clair. Même en termes d'assistance. Il y a un podcast français qui s'appelle Les Grands Récits. Je vais te l'envoyer. Puis il parle de la conquête de Sugar Ray Robinson à Montréal. Leonard. Ouais. Puis il y avait un boxeur russe qui était largement favori. Puis ils disent vraiment dans le podcast français, il en a assommé 3 qui ont fini à Maisonneuve-Rosemont, à l'hôpital. Wow. Le Russe était comme intouchable. Ça, c'était aux Olympiques, tu vois. Ouais. Puis là, Sugar Ray et Léonard va le battre, comme créer le upset, puis là, commencer sa destinée. Puis le Russe, il est comme juste tellement insulté qu'il s'en va gagner les Olympiques 4 ans après en assommant du monde. Là. Ça, c'était à l'époque où les Russes tournaient pas professionnels, puis ils restaient en boxe amateur, puis c'est pour ça qu'il y avait tellement de champions. On parle de Sugar Ray Leonard, là. Quand moi j'entends ce nom-là, il faut que je te pose la question. Meilleur boxeur pound for pound de tous les temps, tu me dirais que c'est qui? Mais tu sais, c'est dur à dire parce qu'on les a pas vus, mais si je me fie sur les livres, puis quand j'ai écouté des petites affaires d'historiens, puis des fois les gens, ils vont comme, à cause des défaites, à cette époque-là, les gens se battaient tout le temps. Mais l'époque où Sugar Ray Robinson, il est 123-1, probablement que s'il arrête là, c'est le plus grand. Mais moi, le plus dominant, le meilleur que j'ai vu, mettons, si je prends sa carrière, là, j'ai envie de te dire que c'est Floyd. Mais sur l'ensemble de la carrière. Mais le plus dominant, le plus intouchable, mais que ça dure pas aussi longtemps, celui que j'ai, c'est Roy Jones que j'ai. Quand Roy Jones atteint comme son paroxysme, là, c'est peut-être ce que j'ai vu depuis fin des années 90, début 2000, là, il était incroyable. Mais ça s'est pas étiré comme Floyd a été capable de le faire. Et il l'a bien trop poussé. Là. Il a comme ruiné un peu son histoire avec quand on le voit dormir 10 dernières défaites, contre les Bedev puis tout. Mais je te dirais que c'est le meilleur de tous les temps. J'aurais tendance à dire Robinson. Après ça, moi, j'ai Floyd vraiment haut. Là. Je le trouvais
T'as pas Leonard vraiment haut aussi? Oui, mais peut-être un 4e. Mais j'ai bien aimé. Non, mais Roy Jones. Non, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'à un moment donné, le bassin est très grand. C'est des époques différentes, des adversaires différents. Tu peux pas être 123-1 en ayant fait, genre, je sais pas, en ayant affronté tous des champions du monde. Non, il y en avait beaucoup de journeymen. Mais moi, je vais vous faire que. Surtout que c'était à toutes les semaines. Là, exact. Tu sais, même que j'ai même le goût de te répondre, là, puis ça va faire fâcher Sam, mais j'ai envie de te répondre que ce que j'ai vu de plus dominant, là, c'est Clarissa Shields. Moi, qu'elle ait gagné les Olympiques à 17 ans, à 21 ans, à 99-1, elle a tout collecté, les catégories de poids, était après 9 combats. J'ai quasiment le goût de dire que c'est elle la meilleure de tous les temps, genre de même si je fais fi des sexes. Mais peut-être que là, moi, peut-être Sam ne sera pas content non plus, là. Parce que je sais comme on s'estime souvent à ce niveau-là. Non, pas vraiment. Mais c'est un autre sport, la boxe féminine. Non, vraiment pas. C'est pas ça. Mais ça revient à ce que je parlais tantôt. C'est l'adversité. Tu sais, dans le sens que elle a été très dominante, mais tu sais, la boxe féminine en 2026, c'est pas la boxe féminine que c'était en 2010, là. Puis en 2010, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était au début des années 2000. Mais tu sais, les Christy Martin, puis toutes ces filles-là qui sont devenues championnes du monde, je sais que c'est encore plus vieux, mais je pense que... Mais je pense que, un autre nom, Lomachenko, si il s'en était tenu à sa catégorie de poids, aurait tout réécrit le livre. Ben là, il a perdu à son deuxième combat. Oui, mais c'était un scandale. C'était un scandale. À chaque fois, il me dit ça. C'est sûr qu'il n'a pas regardé le combat. Oui, je l'ai regardé. Non, mais lui aussi, il y a eu une passe où, quand il était dominant, là, quand il fait le no-maz sur les 4 de suite, c'était spectaculaire. Donc, mettons, Walter, Rigondo. Il y en a eu des affaires spectaculaires. Hopkins a banni qui se claque 5 Olympiens de suite. Là. Je pense 5, mais c'était 5 médaillés d'or de suite. Tu sais, De La Hoya, David Reed, Trinidad. En tout cas, ils se claquent sur 5. C'est pas tout de suite. 5 médaillés de suite. Parce que David Reed et De La Hoya, c'est tellement loin un de l'autre. Ouais, c'est ça. Faudrait que je refasse ma chronologie. Mais tu sais, il est en bas 5. Là. Il me reste une dernière question dans ce quiz-là, Laurent. Puis après ça, on va passer un petit peu plus à point de vue local. Lors de ce fameux gala, Léonard contre Durand, du 20 juin 1980, qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans ce gala-là et qu'est-ce que ça l'a mené? Ben, c'est triste, là, mais c'est Gaétan Hart qui va tuer Cleveland Denis. Puis ça amène à la commission Clich, je pense, qui va définir des normes plus strictes, je pense, autour de la boxe. Création de la régie. La régie. Avant, c'était une commission athlétique. Puis ils vont arriver avec des catégories de poids, puis ils vont arriver avec des règlements un peu plus stricts. D'ailleurs, on peut emprunter le livre à la Bibliothèque nationale. Une fois, je l'ai emprunté, mais j'avoue que c'était dur. Je me suis tanné de le lire, mais le rapport de la commission, tu peux aller te le chercher à la Bibliothèque nationale. Ouais. Puis, c'est après ce combat-là que c'est passé de 15 à 12 les rounds? C'est pas après ce combat-là, mais c'est dans cette époque-là. C'est après le combat de c'était qui donc? Un Japonais qui s'appelait Kim, je pense, contre Evander Holyfield. On s'en passé. C'est comme le dernier qui a eu lieu à 15 rounds. OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans le combat? Evander je pense que non, mais je pense que l'autre, il a eu comme des problèmes. Tu sais, sa déshydratation a mené à des problèmes de santé là, après. C'était chez les cruisers, c'était pas clair. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Genre. Il était pas en santé après. Okay. Mais je suis pas sûr. On va faire un bref survol parce que là, on a quand même pris pas mal. Disons qu'on fait ça en 6 minutes. OK. Parce que, fin de semaine, le 10, il va y avoir un combat entre Subriel Macias et Dalton Smith pour le titre de la WBC. Comment vous voyez ça, sachant aussi que le combat avait été reporté un petit peu puisque Macias avait testé positif pour l'Ostarine, mais les traces étaient tellement fines qu'il disait que c'était pas assez pour influencer les performances, donc c'est pas grave. Puis c'est quand même bizarre, ça, comme règlement. Parce que tu te fais pogner à tricher, mais vu que tu n'as pas triché beaucoup, c'est correct.
C'est un peu weird. C'est des traces. Ouais, exact. Mais Donc, il parle peut-être de contamination croisée. Contamination c'est pas croisée, comme, mettons, ouais. je prends des stéroïdes injectables, puis là, j'en ai juste un petit peu. Fait que ça se peut vraiment qu'il y avait des traces. Il y en a, mettons, si tu prends des suppléments et tu fais pas attention, ils sont pas NSF, qui sont pas, tu sais, comme approuvés. Je donne un break de bord. Mais j'ai vu la face à Laurent qui dit, ouais, on va lui donner un break, mais tu sais. Je sais plus quoi penser, mais Comment vous juste voyez le ça? combat, genre, c'est sûr que c'est intéressant parce que Subriel Mathias, j'ai pas besoin de convaincre personne qui frappe fort. Là. Puis Dalton Smith, c'est un bon, il est grand, un bon technicien. J'ai l'impression que c'est le combat. Mais Dalton Smith, il brille déjà, là, mais là, il va briller pour vrai. Là. J'ai l'impression qu'il va aller chercher 9 rondes sur 12. Il va travailler, il va se déplacer, il va nous montrer que Subriel Mathias est peut-être plus limité dans sa boxe, puis il va faire un beau petit chef-d'œuvre. Il va essayer de faire comme Liam Barrow un peu, genre, vraiment le boxer. Ouais, mais il a peut-être, il frappe peut-être plus fort que Paro. Un petit peu moins vite, peut-être, par exemple. Ouais, mais un bon gabarit. Subriel Mathias, pour vrai, j'ai jamais été un gros fan. Tu sais, contre Batir Bichkumbayev, il m'avait pas impressionné tant que ça. C'était fait ébranler dans ce Il y combat-là. a très grosse force de frappe. D'ailleurs, tantôt, on parlait d'Imam Kataev. On l'avait bien vu. Nous autres, on était sur place. Le combat Puello contre... Quand il est devenu champion du monde, il a repris un titre. Combat très serré, d'ailleurs. C'est la première... Moi, ce que je m'étais dit avant le combat, c'est que d'après moi, Puello va gagner. Mais si Mathias réussit à le pincer, il cogne tellement qu'il va le knocker. Puis finalement, c'est Mathias qui a gagné une décision. Fait que c'est la première fois qu'il se rendait à la limite. Non, je pense que Dalton Smith, il est comme prêt pour le cueillir. C'est rendu son temps, lui. Et les Anglais capotent vraiment sur lui. Là. Ils veulent que ça soit leur prochaine superstar. Fait que s'ils ont vraiment confiance comme ça, sont smart, je suis persuadé que moi aussi, je vois Dalton Smith gagner beaucoup de rounds, peut-être même s'en débarrasser. Écoute, moi, je serais pas surpris que ça se rende pas, parce que les deux, à la limite, parce que les deux cognent vraiment fort. Mais d'un autre côté, dans une décision, j'irais pour Smith par décision. On est tous d'accord que Smith remporte ce combat-là. En fait, je sais pas si tu te souviens, quand on avait vu Puello contre Mathias, je trouvais que les deux avaient de l'air vieillis. Les deux avaient de l'air comme... Tu sais, il y a 25 combats, Mathias, mais tu sais, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de combats où, tu sais... Puis il perd beaucoup de poids aussi pour faire justement, pour arriver au poids limite, là. J'ai hâte de voir ça. C'est un gars de la République dominicaine, right? Porto Rico. Porto Rico. Sinon, je skip, là, mais on va rester juste au mois, dans le mois à venir, le 31 janvier. Est-ce que tu as cette date-là d'inscrit à ton agenda, Laurent? Parce que le 31 janvier, il va y avoir de la boxe en Titi. Ouais, je l'ai noté aussi. Parce que tout d'abord, il y a le retour de William Skull. Il va se battre contre Jacob Banks au Danemark. Un combat important pour les classements. Oui, mais personne ne va vraiment se précipiter. Non, mais Banks, c'est un genre de... Ils veulent en faire le nouveau Michael Kessler, mais il n'y a pas nécessairement la force... Ça va être une parfaite... Le gagnant va devenir une parfaite défense optionnelle pour mon Osley. Ça serait intéressant. Mais d'un autre côté, Skull, il veut pas vraiment se battre. Non, il connaît bien Osley. Non, mais c'est pas... Au pire, il fera juste prendre un spot puis il se battra pas. Sinon, un autre combat qui va être intéressant, mais cette fois-ci, justement, on retourne à Porto Rico. Pour le titre WBO des Super Welter, il va y avoir Xander Zayas, 22-0, contre Abbas Barraou. Est-ce que vous le connaissez un peu? Barraou, c'est le français, ça? C'est un Allemand. Un Allemand noir qui boxe comme Billy. Un gars qui te met de la pression. Il n'y a pas beaucoup de knockouts si tu regardes, mettons, mais il lance sans arrêt. Il se donne des angles, il bat des prospects invaincus. Il y a un beau bagage. Mais là, il y a tout un client parce que Zayas, c'est supposé être le nouveau de la Hoya. Là. Il est quasiment signé avant ses 18 ans, là, tellement qu'il voulait s'assurer de ne pas le perdre. Là, parce que lui, c'est... Il y a du charisme, il boxe bien. Les gars, ils veulent en faire le nouveau Trinidad de Porto Rico. Mais je crois aussi, là, si ma mémoire est bonne, aussi, c'est comme le... C'est la façon... Tu sais, parce que Top Rank, on dirait qu'ils ont comme ralenti, ils n'ont pas de contrat de télé, puis on dirait que Zayas, c'est leur dernier gros morceau là, pour...
Mais ils n'ont pas le luxe de facile. perdre. Ils n'ont pas pris le client plus facile parce que ça va être un gars qui va être dans ta face et capable de prendre la claque. Je vois quand même Zayas gagner. Juste fun fact, est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là dans le passé, Xander? Tu connais un nom que vous connaissez? C'est le fils de David Lemieux. Exactement. Mais il l'a appelé d'ailleurs à cause qu'il aimait le boxeur. non. Sinon, je serais surpris s'il le connaît. Dave, il regarde pas au sommet de sa carrière, il avait aucune idée de ce qui se passait dans sa catégorie. Il regarde pas il regardait si, mettons, il fallait qu'il aille peut-être se battre contre lui. Je l'ai regardé un peu. Ouais. Celui qui écoutait le plus de boxe que j'avais vu, là, c'était... J'étais allé chez Yves Ulysse une fois, puis il y avait une feuille mobile, mettons là, la télé était là. Puis sur la feuille mobile, il y avait tous les combats qui s'en venaient avec le poste à côté, tu sais, avec le numéro à syntoniser. Il manquait rien, genre, il regardait ça. On revient, 31. Bakram Murtazaliev contre Josh Kelly au UK. Josh Kelly qui est bon, mais qui nous a offert encore une fois, certaines performances en dents de scie. Il y a eu des bons combats, mais il y en a aussi échappé. Il a fait des performances un petit peu moyennes, disons, contre Davis. Il y a 2-3 combats. Ouais. Mais tu sais, Bakram, j'avais écouté comme son histoire, puis je pense que sa fille est morte, genre d'une maladie ou quelque chose, puis il a vraiment comme promis à son enfant de... Je pense même que c'est une histoire effrayante, là, où il y a comme un accident de voiture, puis il perd sa femme, ou ça, en tout cas... Je suis pas sûr de l'histoire, mais en tout cas, lui, là, il est comme prêt à tout. Là. Il fait, il est sur une belle lancée, il expliquait là, que je suis plus sûr exactement de l'incident, mais il est prêt à tout pour devenir champion du monde, puis il l'a comme promis, puis fait qu'il est dangereux pour ça, puis c'est un très bon boxeur. Puis Josh Kelly, tu sais, quand il a passé pro, c'était la grosse affaire, mais là, oui, on a vu certaines limites, mais je l'aime tout le temps. Ça aussi, je te dirais que c'est un merveilleux combat 50-50. Oh! C'est le fun, ça, des combats 50-50. Maintenant, on se dirige au Madison Square Garden pour la carte dont Laurent avait si hâte. J'ai toujours hâte. On parle le combat final de la soirée. Teofimo Lopez contre Shakur Stevenson. On va voir exactement où les deux en sont. Teofimo Lopez, il était comme sur un gros hype depuis sa victoire contre Lomachenko. C'est à quel poids, ça? Je pense que tu allais dire contre Steve Claggett. C'est à 140? Ouais. Je pense bien. Shakur peut pas monter à 147. Mais Shakur, depuis qu'il est à 140, là, je sais pas comment ça. Là. Ah non, je me mélange avec Devin Haney. Le père à Devin Haney qui parle tout le temps, il a dit que son gars frappait super fort à 140, mais il frappait pas avant. Ouais. Mais ça, c'est un autre combat. Ça, c'est incroyable. Shakur, c'est un phénomène. Là, mais Teofimo... Il est explosif. Ouais. Puis, Shakur, c'est sûr, c'est spécial, mais c'est pas le... C'est pas le gars le plus excitant, non. Mais moi, je le vois dicter le tempo du début à la fin, à gérer sa distance. Ouais, mais tu as mentionné Lomachenko, il est capable aussi. Là, ça, c'est vraiment... C'est le combat du mois de janvier. Là. Encore une fois, il est cocky un peu, genre, il a confiance en ses moyens. Genre, Lopez? Je pense pas que Lopez, c'est le genre de gars qui va juste se contenter, mettons, de survivre puis laisser partir des rondes. Là, de se dire... je m'en vais à la limite sans essayer. Là. C'est sûr qu'il va essayer, il va prendre des risques. Moi, je le vois s'énerver un peu, puis là, Shakur, il va rire un petit peu. Mais physiquement, il va être imposant. Ouais, là. ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr il était vraiment gros comparé à Steve Claggett. Là. Puis Shakur, c'est pas un... C'est un gars qui monte de catégorie. Exact, c'est 135 livres. Ben écoute, donc on va voir ça. Sinon, Carlos Adames contre Austin Williams. Williams qui s'est battu contre Steve Rolls puis Patrice Volny a battu les deux, mais pas de manière flamboyante. Il s'est fait arrêter par Shiraz. Et de son côté, Adames, il a fait une nulle avec Shiraz. Ça, d'après moi, ça devrait être une formalité pour Adames, mais d'un autre côté, Williams... Williams, il y a quand même une petite claque. Là, il va falloir que Adames fasse attention. Ouais, Adames, c'est l'ultime boxeur agressif. Là. Il part un peu avec ton amour-propre. Là. Non, mais il met tellement de pression. Ouais, je pense que... il est compliqué. Puis, je pense qu'il est favori. Moi aussi, je pense que oui. Puis, Austin Williams, on le connaît bien. Il est souvent venu à Montréal. C'est un gars qui
il est spécial, là, quand même. Là, je pense que... Il est spécial, mais la boxe, c'est sa vie aussi. Oui, mais je pense que, comme Laurent dit, là, si Adames part après puis il sort un peu de son plan de match, j'ai l'impression qu'il ne sera pas capable de s'ajuster. Là. En tout cas, avec Shiraz, on voyait que Shiraz, quand il appuyait sur l'accélérateur, c'était too much pour Williams. Fait que j'ai hâte de voir si Adames va être capable de faire ça. Et un autre combat qui va être sur cette carte-là aussi, Keyshawn Davis contre German Ortiz. Ça a passé proche que ça soit contre... Oui, j'ai entendu ça au dépanneur. Le monde jasait fort. Contre Arthur Biarslanov. Eye of the Tiger a reçu un appel pour le combat. C'est juste pour expliquer comment ça fonctionne, c'est que quand un gros nom comme ça se cherche un adversaire, il lance des perches à des lignes à l'eau. Il lance des perches un peu partout. Puis après ça, après ça, ils font leur choix. Là. Fait qu'effectivement, c'était un combat qui nous intéressait. On avait la chance de boxer contre un gars de qualité sur un gros réseau. Fait que Arthur Biarslanov, il est prêt pour ça. Il est vraiment, c'est un gars qui est mûr, il est fort physiquement, il a une excellente vitesse, il est complet. Là. C'est un gars qui est vraiment... Je pense qu'il va être champion du monde, même si c'est une catégorie de poids qui est vraiment difficile. Tu connais la phrase classique, hein? C'est le meilleur boxeur à ne pas détenir de titre dans sa division de poids. Fait que c'est le prochain. Donc, on avait dit oui. Malheureusement, Ortiz était déjà sur ce show-là. Il a perdu son adversaire. Les deux ayant perdu leurs adversaires, ils les ont mis ensemble. Puis ben ça va faire quelque chose de bien parce que les deux seules défaites de Ortiz, c'est contre Lopez puis Lomachenko. Ouais, exact. Fait que, tu sais, comme... Puis tu sais, il est très jeune, là, Davis. Puis Biarslanov, seulement 14 victoires. Biarslanov aussi, c'est qu'il est très bien coaché. Puis ça va jouer pour lui. Bon. Donc, le 31, ça, il va falloir mettre ça à notre agenda. Sinon, parlons un peu de boxe olympique. En fait, la boxe olympique... en ce moment, c'est plutôt off. C'est beaucoup de la formation pour les entraîneurs, formation pour les juges et arbitres, parce qu'il y a les gants d'argent et le défi des champions qui arrivent la semaine prochaine. Donc, les combattants, ils se préparent pour ça. Il n'y a pas de combat inscrit en boxe olympique ces temps-ci. Mais voilà, ça fait un petit peu le tour là, de l'actualité boxe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose selon vous? Je pense pas. On a été quand même très chanceux, choyés d'avoir un des personnages les plus importants dans le monde de la boxe, un presque humoriste, mais surtout un journaliste. Je suis presque plein d'affaires. Un gérant de page Facebook, un podcasteur émérite. Oui, j'avais peut-être une petite demande spéciale en terminant pour mon ami Antonin. Juste peut-être garder un spot pour le retour de Martine Vallière-Bisson fin novembre. Fin novembre. Juste là, être sérieusement à l'entraînement. On entend janvier, là, fin novembre. C'est ça, non, mais c'est parce que... l'année prochaine, pratiquement. Oui, mais c'est parce qu'elle l'a pas eu facile. Elle se remet du cancer, là, elle remonte la pente. Puis il y a eu des... Tu sais, ce qu'elle m'expliquait, c'est que les entraînements, était capable de faire des entraînements, mais la récupération était compliquée. Puis là, ça commence à mieux aller. Fait que là, si tout va bien, c'est ça, faut juste laisser une place fin novembre. Comme ça tombe bien parce que justement, Antonin le mentionnait, ils ont besoin de gens pour faire les combats plus d'ouverture, si on veut. Donc, des 8 rondes et moins. Martine est aux alentours de 6 rondes. C'est parfait, un beau petit retour pour Martine. Martine, la grande guerrière. Ça, là, que... elle a battu un cancer puis qu'elle avait vraiment de la difficulté avec ses entraînements. Ça donne un petit push de plus à l'adversaire de Jean-Pascal là, qui s'était battu. Terry Ozias. Terry Ozias, là, il avait même arrêté ses traitements, si je ne me trompe pas, pour son camp d'entraînement. Il les a repris après, mais son cancer était pratiquement derrière lui, mais quand même, là, c'est chapeau à Terry. Donc, pour ceux qui veulent suivre Laurent Poulain, vous pouvez aller voir sur les différentes plateformes. Il y a Laurent s'écoute parler, Boxe et crime. Il fait aussi le 120 secondes avec Marie-Ève Albert où ça parle de boxe féminine. De notre côté, Anton, on va se dire à la semaine prochaine. Laurent, merci énormément. Mesdames et messieurs, comme dirait notre ami Jean-Pascal, gardez le punch et à la prochaine.